Alors, bienvenue à tous. Il y a des places assises encore ici, 2 places, pour ceux qui veulent s'asseoir. Voilà. Bon. C'est vide. 2 chaises. Voilà. Donc bienvenue aux rencontres de la boutique. Voilà, dernière rencontre de la saison qui nous a permis de traverser, d'inviter pas mal quand on voit la liste des personnes qui sont venues à la boutique cette année, c'est assez chouette de voir la variété aussi des invités, tous les univers un peu qu'on a traversés. Là, vendredi dernier, on recevait André Zielincev. Mercredi précédent Clément Cogitor, et puis la semaine encore avant, des chefs opérateurs. Donc voilà, c'est aussi tous les aspects du cinéma. Ça nous intéresse d'entendre des gens dont c'est la passion, dont c'est le métier, et puis c'est bien de finir cette saison sur Jean Eustache et sur un livre que tu as écrit, Philippe Azouri, donc, qui est notre invité. Je crois que le micro ne marche pas. Si, il marche, mais il est un peu bruyant. Ah, ouais, si, bon, ou alors sans micro. Non, parce qu'on enregistre, on capte le son et on a un son beaucoup plus propre, sinon après pour la vidéo, c'est pas trop ça. Donc voilà, on est très heureux de t'accueillir, Philippe. Donc c'est cet ouvrage qui est sorti il y a quelques jours. Il y a vendredi dernier. Voilà, vendredi dernier. Ça montre un livre important sur Jean Eustache. Oui. Maxime qui est là dans la salle et qui l'a édité, qui m'a accompagné dans l'édition de ce livre, doit peut-être se souvenir qu'on avait acté qu'il ferait 120 pages avec beaucoup de blanc. Ah oui, d'accord. On voulait un truc très chaud-chaud, comme ça, avec du blanc partout. Oui. Il fait 350 pages, il n'y a pas une ligne de blanc. Voilà, c'est ça. J'ai merdé le truc. Non, mais c'est pas du tout pourquoi c'est devenu monstrueux. Tu as commencé à l'écrire quand Factuellement, en fait, c'est une longue histoire. Il devait sortir il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'en ai écrit une version que j'ai détruite, mais pas accidentellement. J'ai détruit, Maxime et Camille des éditions Capuccine n'ont pas lu une ligne, puisque je l'avais quasi fini, puis je l'ai lu et j'ai trouvé que c'était merdique, je l'ai détruit. Je l'ai foutu à la poubelle. C'était très dans la mythologie, ce qui est un truc qui ne m'intéresse plus du tout. Très dans la mythologie Eustache, ces années 70, tout ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'ai pris beaucoup de distance avec ça. Et c'était très complaisant. Je ne voulais pas aller très fort, c'était très complaisant sur l'autodestruction, le suicide et tout ça. Je pense que c'est un cadeau pour tout le monde que ce livre ne soit jamais sorti. Il y a eu un sursaut comme ça en une nuit, vraiment la veille de le donner, oula. Et bing. Donc j'ai laissé un peu reposer pendant 4 ou 5 ans. À un moment, j'ai douté de la nécessité d'un livre sur Eustache. Il y a eu deux raisons qui ont fait que ça a activé. La première, je pense que c'est une phrase de Jean-François Roger, qui est programmateur à la Cinémathèque française, à un moment où il était de plus en plus difficile de programmer les films d'Eustache. On ne va pas revenir là-dessus incessamment, mais je trouve que c'est compliqué avec les ayants droit. Ça a été compliqué pendant très longtemps avec les ayants droit. Bon, là, les films ressortent en salle, alléluia. Mais à un moment, les négatifs étaient en train de s'autodétruire. Alors moi, hier, j'ai revu la restauration de Mes Petites Amoureuses. On voit qu'ils sont partis du négatif couleur, qui est sans doute de plus en plus vinaigré, qui fait qu'il y a quand même il y a des bronzages très appuyés, comme ça, il y a des gens qui ont du coup de soleil à certains endroits du film, ce qui n'était sans doute pas le cas. Voilà. On voit qu'il y a des fonds rouges, il y a des choses qui étaient déjà presque plus récupérables. Je pense que le travail de détérioration des copies était réel. Mais en tout cas, il y avait une véritable inquiétude, et Jean-François m'avait dit une fois, tu sais, si tu fais pas le livre, un jour, il n'y aura plus rien sur ces films, fais-le, parce que bientôt, il ne restera plus que ça. Ce qui était très... une belle injonction à écrire un bouquin. Ce qui, du coup, amène aussi notre écriture, c'est une écriture très descriptive à certains endroits. J'ai tenu. Et puis, il y a eu un autre doute, qui était le doute, je me demandais si ces histoires-là peut-être prendre, je prends ton micro, ouais. Ces histoires-là de triangle amoureux à Montparnasse dans les années 70, je me demandais si ça avait une pertinence pour des gens qui avaient aujourd'hui entre 20 et 30 ans et qui étaient dans une recherche et une identification amoureuse totalement différente. Et là aussi, c'est venu, pareil,
à Berlin, dans une after, je me souviens d'amis qui m'ont dit « Ah si, au contraire », et qui étaient vraiment dans ce truc-là, en plus, de recherche d'identité, plurielle, etc. De me dire « Mais au contraire, c'est précisément là, je pense qu'il y a un dialogue qui est faisable ». Moi, j'en doutais, et la ressortie de la maman et la putain l'an dernier m'a prouvé qu'en fait, c'est ses amis qui avaient raison, il y avait un dialogue avec la jeune génération. C'était pas du tout, au contraire, daté ou renvoyé même à une vision de la séparation entre l'homme et la femme qui pouvait dater de quoi que ce soit. Mais au contraire, ça pouvait rentrer complètement dans un questionnement actuel. Du coup, ça me libérait aussi de tout ce qui était la question mythologie stachienne. Finalement, je peux très bien m'en débarrasser à un certain endroit. Je ne me suis pas débarrassé totalement, parce qu'il y en a plein dans le livre, il est assez gros pour ça, mais du coup, c'est plus orienté sur ce que serait une lecture aujourd'hui de l'œuvre d'Eustache, en résonance avec les questions que se pose une génération qui n'est pas la mienne, qui est celle d'avant, qu'un livre qui pleurerait 3-4 chefs-d'œuvre des années 70. Étant donné que la génération à laquelle je m'adresse n'en a rien à foutre des chefs-d'œuvre, et elle a bien raison. Alors, avant de... tu as bien entamé le sujet de stage, mais avant ça, moi, je fais un petit rappel aussi sur toi, sur qui tu es, sur peut-être ton parcours. Dire maintenant, tu m'as dit que tu étais plus scénariste que critique de cinéma, mais tu as commencé quand même par être critique de cinéma. Oh, oui. Et tu as écrit au Cahier, tu as écrit à l'IB. On recevait il n'y a pas si longtemps que ça Jean-Marc Lalanne qui a écrit pour son livre sur Delphine Seyrig. On l'a commencé ensemble et il a fini bien avant moi. Donc, on peut le sortir ensemble. Maxime, on aspire à le sortir ensemble. Vous êtes un peu tiré la bourre, mais comment est-ce que toi, d'où tu viens et d'où vient ton premier rapport au cinéma? Alors la question rituelle que je vous ai invité, c'est leur première image, leur premier souvenir d'image de cinéma ou de salle de cinéma. Pour toi, c'est laquelle ou ça remonte à quand? Alors c'est marrant parce que j'ai revu hier Mes Petites Amoureuses, tu disais, et il y a toute la séquence où il va voir Pandora dans un cinéma de province à Narbonne. Moi, j'étais pas à Narbonne, j'étais à Sète. Et c'est vrai que c'était des cinémas qui ressemblaient à ça, avec le balcon. Il y avait encore, je suis vieux comme Hérode, donc il y avait encore un truc avec un rideau, il y avait des publicités peintes, des trucs qui s'ouvraient, les pubs qui n'avaient plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Ça m'a rappelé ça. Je pense que le premier film, c'est un truc que mon père adorait, les films de guerre. Je viens d'un pays en guerre, alors mon père aimait les films de guerre, moi je triste ça. Ça ne m'a pas du tout fantasmé de voir des gens se bastonner. Le Liban m'a suffi, mais en tout cas c'est beau, je crois que c'est Bora 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 ou Tora, non Bora Bora Bora, Tora, un truc que j'ai jamais revu. Le premier film réellement qui m'est touché et qui a fait de moi un cinéphile, c'était assez tôt, et c'est un film assez étrange, c'est La Belle Équipe de Duvivier. C'est un film que j'adore, et j'avais 11 ans, 12 ans, je ne sais pas ce qui m'a plu dans ce... Pourquoi à 11-12 ans je me suis projeté dans ces histoires des années 30 en France, mais c'est un truc qui ne m'a jamais quitté. Et les comédiens, Gabin Oui, j'ai une folie pour le Gabin des années 30, j'aime moins le Gabin schnouf des années 50. Je trouve il en fait un peu des tonnes. C'est un peu le patron, quoi. Ouais, le côté daron, le côté daron comme ça truc, mais le Gabin des années 30 me bouleverse totalement. Et c'est vrai que c'est une cinéphilie, mais là encore cet après-midi, j'étais un peu nerveux à l'idée de parler chez vous, c'est toujours très attendu. Et j'ai essayé de me calmer, j'ai regardé les films des années 30. Et je tape toujours les mêmes trucs, je tape Duvivier, Renoir, Grémillon, et après je fais Guitry, après je fais par acteur. Okay. Alors c'est marrant parce que ça rejoint la cinéphilie qui était la cinéphilie d'Eustache. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est exactement la même. Mais c'est incroyable aussi de voir ce parallèle-là aussi de cinéphiles dans le province. Ouais, du sud. Du sud. Ouais. C'est très ancré sud. C'est un cinéma qui était assez peu tourné vers le nord de la France, qui était ou parisien, Titi, ou très influencé par Pagnol, Grémillon aussi, à des trucs dans le sud. Très aussi sur ce qu'était l'Algérie, le Maroc. Tourné vers la Méditerranée. Et c'est vrai que comme moi j'étais aussi, je suis à moitié espagnol, à moitié libanais, donc on était implanté à Sète, c'était dans le sud. J'étais vraiment au bord de l'eau, je sais pas pourquoi ça me parlait, mais j'aimais ce noir et blanc là. J'aimais bien leur jeu, je l'aime toujours. Et il y a une forme de, je ne vais pas dire de facilité parce que par exemple, Pépé le Moco, ça n'est plus au film du monde pour moi, c'est un truc qu'on a rajouté les larmes. Et c'est pas sans rapport des fois avec Eustache. Par exemple, quand Damia
met un disque et se souvient, chante sur... non, c'est Fréhel, c'est pas Damien. Fréhel chante sur ce qu'elle a été. Il y a vraiment des juxtapositions de temps comme on peut en trouver chez Eustache, et ça, c'est des choses qui me bouleversaient enfant. Maintenant, je trouve que c'est un peu bizarre, à l'âge que j'ai, je me dis, mais quel drôle d'enfant j'étais pour aimer ça. Enfin, mais c'était un rapport à la salle de cinéma? Non, ça passait sur... C'était à la télé? C'était comment, ouais, il y avait Brion, on passait vachement sur la 3. Mais c'est le grand et tu regardais ça avec tes sœurs, ou c'était familial, c'était non, enfin, ma sœur, elle aimait Razorel. Mon frère Razorel de Pasolini, j'ai une grande sœur comme ça qui avait fait les Beaux-Arts, et qui était un peu punky, tout ça, enfin, qui a toujours d'ailleurs un peu, et elle c'était vraiment, c'était Pasolini, Lynch. Mais Razorel, je l'ai vu en 82, un truc comme ça, je crois qu'on avait pu voir ça. Et mes parents étaient plus sur c'était plutôt des films, la très très grande période de cinéma hollywoodien. Enfin, je sais qu'ils m'avaient amené voir des Hitchcock quand j'avais, pareil, quand les Hitchcock sont ressortis en 84, j'avais 12-13 ans. Il y en a 5 comme ça dont Vertigo qui sont ressortis. C'est des choses qu'on m'a amené voir en salle à Montpellier, qui était la grande ville à côté. Ce qui voulait dire aller manger des frites et des mousses au chocolat après. C'était tout un truc comme ça, cérémonial que j'aimais. Non, ça, bizarrement, je pense que... Et personnellement, et la famille, et la famille... Ouais, ça s'additionnait. Mais le truc années 30, je pense qu'en fait, c'est venu dans un truc tout bête, c'est que c'était le grand moment de FR3 région. C'est débile à dire. Ils avaient développé des antennes régionales à peu près partout. Et ils avaient filé à un mec qui s'appelle Jean-Paul Gors, qui tenait la Cinémathèque de Toulouse, de programmer le truc des régions. Et c'était le lundi après-midi, et moi je faisais pas sport. J'étais exempté, donc voilà, un truc bizarre. Et comme je faisais pas sport, ça passait le lundi après-midi, et je restais chez moi, je regardais ça, et ça me plaisait. Ça me plaisait beaucoup, beaucoup. Mais c'est quand même, malgré tout, assez paradoxal. C'est paradoxal parce que c'est pas lié non plus à la musique que j'écoutais, parce que via ma soeur, j'écoutais des trucs qui étaient très très punk. Je lisais plutôt Metal Hurlant, c'était ça vraiment ma bible. Et tous ces trucs-là des années 30 n'étaient pas du tout traités. Enfin, c'était pas un imaginaire. Les gens qui écoutaient du punk pouvaient aimer par exemple la BD américaine des années 40, le cinéma français des années 30. Oui, non, c'était un peu loin. C'était déjà un cinéma, enfin je m'aperçois que c'était dans les années 80, c'était déjà un cinéma qui était loin, qui avait 50 ans et qui appartenait à un monde d'avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était complètement révolu. Plus personne n'était vivant dans ces trucs-là. C'est aussi loin que je veux dire aujourd'hui, c'était pas plus près, quoi. Enfin, c'est déjà un continent perdu, mais moi ça me plaisait. Et ça me plaît toujours, enfin, je crois quoi. Et tes premiers rapports à la critique de cinéma, ou le fait d'écrire sur les films, ou d'avoir envie d'écrire sur les films, ça s'est passé quand, à quel moment? Ça s'est passé en 2 temps. La critique, moi je suis allé voir Les Ailes du désir de Wim Wenders, parce qu'il y avait Nick Cave. Je voulais voir Nick Cave et Crime and the City Solution, j'avais trouvé ça super beau. Puis c'était à Montpellier, il passait aussi l'état des choses et tout ça, donc j'en avais vu plein d'un coup en l'espace d'une semaine ou deux, j'avais dû les voir tous. J'avais trouvé ça vachement bien, enfin, je sais pas, ça rencontrait un truc que j'aimais beaucoup, et les Cahiers avaient dû faire le numéro 400 des Cahiers. Pour la sortie des Ailes du désir, ils avaient invité Wenders à être rédac chef à la fois du numéro et d'un sorte de hors-série qui filait avec. Et d'abord, ça a mis le pied à l'étrier pour que je lise une revue qui finalement sera Les Cahiers, et qui est restée en fait pendant très longtemps la seule revue de cinéma que je lisais. Donc j'étais pas positif du tout. Aujourd'hui, je sais qu'ils font un super boulot. Enfin, je veux dire, si on veut des dossiers très sérieux en histoire du cinéma, c'est quand même sur positif, il y a un travail qui est fait, mais c'était vraiment la famille Cahiers. Mais surtout dans ce numéro de hors série 400 de Wenders des Cahiers, si je me retrouvais ça se trouve des fois en d'occasion. Il avait demandé à, je sais pas, 70 cinéastes du monde entier, venant de la modernité. Certains étaient morts dans le stage déjà. Ils se suicidaient, c'était en 81, ça c'est le numéro hors série, il est de 88-89. Et il prenait la première page d'un scénario qui ne s'était pas réalisé. Et il y avait Jarmouche, il y avait Rob Guyet, il y avait Werner Schroeter, il y avait Chantal Akerman, il y avait Garel. Il y avait globalement toute la modernité, donc c'est des noms que je connaissais, certains que j'avais dû voir peut-être des noms passés, mais pas plus. Et là, ça devenait tout à coup, je lisais ça comme des premières pages de romans. À l'époque, j'étais fou, même encore aujourd'hui, d'un écrivain qui s'appelle Italo Calvino. C'était pareil, c'est le moment où j'aimais les films des années 30, il y avait un livre qui s'appelait Ici par une nuit d'hiver, un voyageur. Ça aussi, je ne sais pas pourquoi je lisais ça à 12 ans. Et c'était chaque fois, c'est le premier chapitre d'un livre.
puis finalement, ça se mute en nouveau premier chapitre d'un livre, et ce n'est que des premiers chapitres. C'est très frustrant comme ça. Et je lisais ça comme ça, je me disais, tiens, c'est pareil, c'est comme Calvino, ce truc-là, c'est marrant. Et du coup, je sais pas, au plus, à 7 le dimanche, j'en ai trouvé plein des cahiers. Il y a un mec qui est arrivé une fois, il y avait tout. Alors au début, j'en achetais 2 ou 3, puis au bout d'un moment, il avait trouvé bizarre ce gamin. Comme ça, moi, le gamin, j'avais 16 ans, 17 ans. Il se mettait par mon filet plein, il m'avait filé un grand truc du Studio 43 de Garel, qui est un train de Garel sur une centaine de pages, qui était très déterminant pour moi, qui a fait que finalement j'ai fini par faire un bouquin sur Garel des années après, mais c'est vraiment venu de ce truc-là. Et puis il me filait des cahiers, au début c'était des cahiers jaunes, et puis ensuite c'était des cahiers Philippe Aki. Et c'est bien qu'au bout d'un moment j'avais fait tout le spectre. Et puis il n'y avait plus que ça qui m'intéressait, j'avais les 2 trucs de Deleuze en terminale, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Et puis En lisant image, temps, image, mouvement, ouais. tu t'es dit c'est ça que je veux faire. Ouais, je voulais faire du montage. Et donc je me suis inscrit à la fac de cinéma, parce que je n'ai jamais fait que ce que je suis incapable de faire ce que j'aime pas, donc je n'ai même pas fait semblant de faire, je sais pas, histoire géo, des trucs où j'étais fort, mais alors, tout le monde m'a dit ne fais pas ça, ça ne sortira jamais de travail. Et je voulais faire la FEMIS, et puis j'ai fait une maîtrise, puis je suis allé à la FEMIS, j'ai passé l'oral, le dernier tour, en montage, et ça s'est passé de façon assez épique, parce que on n'était plus que 4, ils en prenaient 2, et ils m'ont dit ah, la dernière fois on vous a montré 2 extraits d'un même film monté différemment. Et le mec était là, il me dit c'est une question très, très étrange, est-ce qu'un même monteur pourrait avoir fait cet extrait? Et j'ai dit je peux être franc, il me dit oui, allez-y. J'ai là ce degré de nullité, un robot mixeur pourrait le faire. Il m'a regardé, il m'a dit c'est moi. J'ai dit on arrête, il m'a dit ouais on arrête. Et donc je me suis fait têche, ils m'ont envoyé les notes, il y avait 19 partout, et il y avait l'oral l'année prochaine si Dane se calmait, et je n'ai jamais passé. Et je suis rentré à la Cinémathèque comme... d'abord je faisais les visites guidées, et ensuite je suis devenu archiviste à la Cinémathèque pendant des années, et un jour, d'une façon très étrange, ça va faire 25 ans là, demain, après-demain, j'ai reçu un coup de fil à 7h du soir chez moi sur mon répondeur, à l'époque on avait des répondeurs, d'un mec qui s'appelle Arnaud Vivian, que j'aime beaucoup, et encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était mon dieu absolu, il parlait chez Bernard Lenoir sur le rock et tout. Il m'a dit ouais, c'est Vivian des Inrocks, on fait un numéro sur le porno, c'était leur premier numéro sexe. Et à ce qui paraît, j'avais été assistant d'un mec qui s'appelle Champignon. C'est pas l'idée. Parce qu'à Montpellier, il n'y avait pas de production cinématographique, ça n'existait pas. Et bon, maintenant il y a plein de séries télé, tout ça qui se tournent, mais à l'époque, il y avait que c'était la plaque tournante dans les années 90 du porno amateur, et Champignon, c'était le plus beau fleuron du porno amateur. Il a fait le plus belle sorte de l'Europorn, il a joué avec Rocco et tout ça, et donc voilà, pendant un moment, pendant 5-6 mois, j'étais assistant, je prenais en photo les cartes d'identité des gens, je faisais du faux sperme, je chargeais les caméras, je faisais un peu de merde, mais voilà, c'était mon assistanat de cinéma, à l'école de cinéma, quoi. J'étais en fac de cinéma, je voulais un stage. C'est une école comme une autre. C'est une école comme une autre, donc j'étais à l'école de Champignon. Et du coup, Vivian m'a dit, ce qui paraît que tu connais bien ça et tout ça. Et ce serait pas mal. En fait, on cherche quelqu'un pour écrire sur le porno amateur, et quelqu'un nous a dit que tu serais faire ça. J'avais jamais écrit de ma vie. Et j'ai dit, je sais pas. Et il m'a dit, voilà, écoute, t'as 3 jours pour le faire. Si c'est pas bien, on le prend pas, t'es pas payé. Ok. Et je l'ai fait le pendant. J'aime pas le foot, mais c'était le jour de la finale du mondial 98, là, le truc. Et à chaque fois que je faisais une phrase pas mal, j'entendais ouais. Je pensais que c'était pour moi. J'ai complètement mégalo, je pensais que c'était pour moi. J'étais complètement fou sur ce truc. Et je suis allé déposer, parce qu'il n'y avait pas internet, la disquette. Je me souviens que les Champs-Élysées le lendemain matin à 8h30, parce que je travaillais en banlieue, aux archives, et à l'époque les Inrocks étaient à Rivoli et c'était dévasté. Il y avait vraiment, on aurait cru une fin de manif. Enfin, tout était fracassé partout. Enfin, les gens avaient fait la fête jusqu'à 7h du mat. Et j'avais mis ma disquette comme ça, et puis je sais pas, 5-6 heures après, Vivian m'a appelé et il m'a dit un truc rigolo. Il m'a dit c'est qui au bout du fil, quoi. Il m'a dit c'est pas un pseudo. Il m'a dit non, il m'a dit c'est la première fois que tu écris. Il m'a dit bah, tu devrais faire ça. Ah, okay. Et finalement, voilà, j'ai fait ça à partir de septembre. Une fois que le truc est sorti, je suis rentré aux Inrocks dans la foulée en septembre, au Cahier le même jour, et Libé 2 mois plus tard.
Et il y a un moment comme ça où j'ai écrit pendant 22, 23 ans. Sans l'avoir vraiment voulu en fait. Oui, mais bon, en même temps, tout s'est organisé, tout ce que tu faisais allait dans une certaine direction quand même. J'aurais pas été fichu de faire un papier, j'aurais jamais écrit avant. J'avais pas fait de texte, j'avais pas envoyé de texte. Comme mes parents n'étaient pas français, c'était aussi bizarre pour moi d'écrire en français. J'ai l'impression de déplacer des Legos comme ça. C'était marrant. Mais c'est pas pour faire un parallèle à tout près avec le stage, mais c'est intéressant de voir aussi le stage qui s'approche des cahiers via sa petite amie qui est secrétaire. Sa femme, pardon, qui est secrétaire au cahier du cinéma, et lui qui vient la chercher, mais chaque jour de plus en plus tôt. Donc de plus en plus tôt, et puis il s'incruste petit à petit, quoi. Il fait un peu partie du décor. Mais c'est vrai qu'il y a de ça, parce que quand j'ai écrit, enfin les premiers papiers, du coup, en fait, tous les critiques de cinéma, je les connaissais parce que je travaillais à la Cinémathèque et que j'y passais ma vie. Donc j'y passais non seulement, j'y travaillais, mais j'y passais tous les soirs. Tu n'avais pas dit que tu voulais écrire. Pourquoi tu n'as pas envoyé de texte et tout ça? Moi je ne le savais pas. C'est le garçon qui... D'ailleurs on peut citer son nom parce qu'il a fait carrière, c'était Olivier Père. Qui aujourd'hui qui dirige le cinéma à Arte. Mais à l'époque on n'était pas coloc mais pas loin. On était tout le temps fou ensemble, de temps en temps il m'est arrivé d'habiter là-bas et tout. Et lui avait deviné que j'aurais pu. Mais moi je le savais pas. J'étais l'assistant de Champignon. Voilà, mais c'était pas gagné. C'était pas gagné, mais c'était aussi quelque chose. J'ai beaucoup appris. La première fois que tu vois un film de stage, c'est quand? C'est lequel? C'est comment ça se passe cette rencontre? J'ai retrouvé la date pour le film parce que je pensais que c'était plus tôt, mais c'est 88. C'est mai 88 et le ciné-club de Claude Jean-Philippe. Ça aussi c'est hyper important quand on est en province. Bon, je vais pas me plaindre, il y avait 2 cinémas, il passait toutes les nouveautés, mais c'est vrai que voir des films de patrimoine, des choses comme ça, c'était plus difficile. Il fallait vraiment que la télé fasse le travail. Et c'était en 88, Claude Jean-Philippe l'a passé au ciné-club, donc très tard, sans doute vers minuit et demi. Je me souviens d'avoir acheté une cassette, d'avoir attendu parce que les cassettes étaient de 4 heures. Il y avait des cassettes de 5 heures et j'en avais acheté une pour L'amour fou de Rivette, passé dans la même année. Et d'avoir attendu comme ça, j'ai les yeux qui se ferment un peu tout seul. Lancé ce truc, elle est allée me coucher. Et j'ai commencé à le regarder, mais en tranche de 3, j'en ai regardé une première heure le samedi, donc c'était le vendredi soir, ce ciné-club-là. Je l'ai regardé le samedi après-midi, j'en ai regardé 1 heure. J'étais un peu étonné. Je ne comprenais pas la façon dont Jean-Pierre Léaud jouait, ça me semblait très. Ça résistait un peu. J'ai regardé la 2e heure le mercredi après-midi. Et là, je commençais à être un peu plus charmé, avec quelque chose qui m'attirait. De la même manière que j'avais une sorte de fantasme étrange sur les années 30, comment ça pouvait se passer. Marseille dans les années 30, par exemple, chez Pagnol, ça me fascinait. Je pouvais aussi fantasmer ce que pouvait être Paris, ce Paris-là, avec ces gens-là. De toute façon, je sais que ça turbinait pas mal. Et puis j'ai fini par voir la 3e heure. L'heure de Véronica, je l'ai découvert le samedi d'après. C'est un peu comme un feuilleton. Et là, j'étais convaincu que c'était ce que j'avais le plus beau de ma vie. Donc j'avais 17 ans, 16 ans. 16 ans. J'allais avoir 17 ans quand je suis né en juillet, c'était en mai. J'allais avoir 17 ans quand je l'ai vu. Et c'était... Ce qui est bizarre, c'est que déjà, j'avais l'impression que ça me parlait de ma vie. Bon. Oui, tu t'es assez jeune, il faut se calmer. Et en fait, c'est un sentiment qui a jamais dévié. Mais ça ne dit jamais la même chose sur ma vie. C'est ça qui est. Ça a encore des trucs à m'apprendre. Mais c'est incroyable quand même des films comme ça aussi. Je pense que le film fait au moins cette unanimité-là. C'est-à-dire qu'il change le cours de l'existence d'un cinéphile ou de quiconque va voir ce film. Il y a vraiment un avant et un après. On ne peut pas dire ça quand même de tout. On attend ça de tous les films, mais on ne peut pas dire ça de tous les films. Heureusement que les films ne le donnent pas, parce que sinon on ne survivrait pas. Mais il y a quelque chose. Mais il y en a 20, on en a 20 comme ça qui nous changent. Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui est c'est un spectre assez large en plus. Alors, je ne sais pas comment t'expliques ça. J'ai une explication qui n'est pas dans le livre parce qu'elle m'est venue hier. Hier, une amie n'avait jamais vu Mes Petites Amoureuses et je voulais le voir en salle. Je voulais voir comment il était restauré. Et du coup, on y a été en fin de journée. Et je me suis dit que c'était quand même hallucinant à quel point il n'y a pas. Dans ce film-là, mais c'est pareil dans La Maman, en fait, c'est pareil dans tous les films de stage.
2-3 offres d'emploi échappent un peu à ça, qui est un court-métrage de la fin, qui est plus un truc de commande, mais il n'y a pas un plan où il ne met pas la totalité de sa vie à chaque fois. Ce qui donne des films qui sont d'une densité qui est quand même... moi je l'avais vu 1000 fois, mes petits amoureux, je suis encore sorti une fois de plus complètement en larmes. Cette amie, il l'avait jamais vue, elle était complètement... elle pouvait plus bouger, elle disait plus rien. C'était complètement catatonique. Enfin, ça crée un effet quand même de densité. C'est pas simplement qu'on est ému ou quoi que ce soit, on est pris par quelque chose, on est heureux d'être malheureux, enfin je sais pas comment dire. Et je pense qu'en fait, dans tous ces films, c'est aussi de ça, enfin ça doit être insupportable aussi pour lui, mais il met effectivement beaucoup à chaque plan. Ce qui fait que même quand on écrit le livre, je m'aperçois que c'est pas... Par exemple, j'ai écrit un bouquin sur Jarmouche, qui est quelqu'un aussi dont j'aimais beaucoup le cinéma depuis que j'étais ado. Peut-être même avant un stage, je crois que c'était Saint-Germain Paradis, j'avais vu au moins l'affiche que j'aimais beaucoup, j'avais fantasmé sur l'affiche avant. Il ne met pas autant dans chaque plan, Jim. Et pourtant, le cinéma lui est précieux, c'est vital, c'est une inspiration pour lui, il n'y a pas un plan qui est gratuit. Mais il ne met pas autant de secrets, autant de blessures. Il n'est pas aussi immédiatement dans la blessure intime, dans l'insoutenable. Et en fait, ce qui fait que la densité des films est très très difficile à attraper. Déjà d'une part, pour les resynthétiser ensuite à son tour, il essaie de trouver 3-4 lignes directrices qui font qu'on écrit un texte. Il se trouve que le livre est chronologique, donc en fait il fait pas film par film, mais période par période. Mais en tout cas, il traite les films chaque fois indépendamment. Mais surtout, c'est très difficile d'écrire et de ne pas les trahir. On en parlait juste avant. Enfin, je veux dire qu'à la fois le sentiment de ne pas trahir le sentiment qu'on a eu quand on les a vus, et pourtant on sort bouche bée, donc c'est pas super facile d'écrire ce sentiment d'avoir le souffle coupé ou que les mots viennent plus. C'est pas, Fritz Lang par exemple permet d'être beaucoup plus intelligent. Et Fritz Lang, c'est typiquement Hitchcock, c'est un cinéaste qui actionne un tas de réflexes théoriques complètement dingues où on peut aller très très loin. C'est pour ça que c'est génial aussi. Ça fait écrire quoi. À Stage, ça fait pas tant écrire que ça, parce qu'en fait on a envie d'écrire, mais on se retrouve qu'on est il est tellement à l'os des choses qu'on se sent pisse froid. Enfin, c'est un peu. On se dit, mais c'est quoi, je vais faire la pauvre théorie, plan par plan, enfin, des trucs merdeux dont personne n'a envie, enfin, déjà à l'époque, encore moins aujourd'hui. Et je sais que moi, en tout cas, ça m'a. Celui-là, non seulement il y en a un que j'ai jeté, mais celui-là, je l'ai écrit 3 fois, dans l'espace d'un an, parce que je l'ai commencé l'été dernier, fin mois de juin l'an dernier. Et je sais que par exemple, Maxime a beaucoup entendu pleurnicher autour de... Par exemple, Le Père Noël a les yeux bleus, c'est un film qui est très important pour moi parce que d'une certaine manière, il tourne à Narbonne, mais il me rappelle la période de Noël à 7, enfin des trucs très intimes que je n'arrive pas à dire. Enfin, je veux dire, une fois que je raconte les platanes et tout ça, je ne suis pas certain d'arriver à être à 1/10 de ce qu'est mon sentiment d'émotion pure lorsque je le vois. Et j'ai repris ce chapitre, j'ai pas arrêté de le reprendre, encore chez l'imprimeur, je crois que je pourrais encore réécrire des trucs. Et c'est vrai que c'est un défi. Garel, il y avait un peu ça, mais c'était de la matière d'image, c'était plus facile d'être poétique à partir de ce qu'étaient les films, par exemple, des années 70 de Garel, où là je vois Eraserhead, enfin si on se lance sur Eraserhead et qu'on veut délirer poétiquement, c'est pas... Il y a un accès pour ça. Là, il y a l'émotion, chez lui, il y a l'émotion. Je pense que les gens qui s'attaquent à Renoir, finalement, et qui veulent sortir d'un discours qui est cinéphilique, je dis ça parce que moi, ça me trotte un peu dans la tête, mais je pourrais peut-être faire ça. Chaque fois, je dis c'est le dernier, mais peut-être qu'une fois, je pourrais faire ça. Ou Grémillon, peut-être qu'il y a un truc tellement sur l'émotion que c'est un défi. Je ne suis pas certain que le défi soit relevé, mais c'est un défi en tout cas. Pour revenir à Eustache qui arrive à Paris, de Narbonne, comment c'est quelqu'un qui se construit. Eustache, c'est une dizaine de films, même pas. C'est 2 longs métrages. 2 longs métrages, La maman et la putain et les petites amoureuses. Et après des formats très. Il y a un film de 3h30 qui est La maman, il y a un film de 2h, 2h05 qui est Les petites amoureuses, et le reste ce sont des moyens métrages, enfin ce ne sont que des prototypes. Ce ne sont que des choses, des formes prototypales. C'est un moyen métrage de 45 minutes, c'est un 2 heures non montées de sa grand-mère en train de parler, ramené à 1 heure pour la télévision, mais c'est numéro 0. C'est un film, c'est un documentaire sur comment on tue le cochon, tourné avec 2 caméras avec Jean-Michel Barjol, et où du
coup, en fait, c'est deux films fondus en un, deux cinéastes qui n'ont pas du tout la même méthode et qui le savent, qui le font volontairement et qui mélangent sans. Enfin, c'est déjà un prototype. Les courts-métrages comme les photos d'Alix, ou le prototype absolu, c'est une sale histoire. Enfin, c'est 2 fois, c'est 27 et 22 minutes et demie. Alors, le seul film qui est édité pour l'instant en DVD, pour l'instant. Par Potemkin. Voilà. Et j'annonce là qu'on va projeter, que nous a fait le plaisir de nous amener le premier film de stage, moi que je n'ai jamais vu, qui s'appelle La soirée, qui dure 10 minutes. Qui est un film inachevé, qui est muet, qu'il n'a jamais sonorisé, qu'il n'a pas terminé, qu'il a sans doute abandonné. Voilà, je montrerai tout à l'heure. J'avais fait une présentation il y a une semaine pour la sortie du livre chez Compagnie, et j'avais lu des lettres qu'il avait envoyées à son meilleur ami à Martinez, qu'on m'avait donné il y a 2 semaines. Du coup, ça n'était pas dans le livre. Je me dis à chaque fois, je pourrais amener un cadeau comme ça. Genre un goodies. Après, il ne faut pas le dire quand on l'a passé, je crois. Voilà, c'est ça. On va éviter de. Il n'y aura pas besoin, mais la caméra. Non, mais il ne faut pas éviter de prendre en photo et dire que ça a diffusé, parce que je pense que c'est le début des emmerdes. D'accord, on évitera. Non, mais pour le resituer aussi historiquement au niveau de ses contemporains cinéastes, il est contemporain de Moulet, de Viette, de Duras. Ouais. Il y a une personne qui a énormément impressionné la nouvelle vague, et je pense qui relie à la génération avant, c'est Paul Jégoff, qui a écrit les scénarios de Chabrol, et qui était une sorte de tombeur en chef, un peu de dandy. Qui était le dandy, qui était la mauvaise fréquentation incarnée, il traînait dans les trucs louches, il avait une très grande facilité à séduire. Il en est mort parce qu'il s'est fait tuer par une de ses maîtresses. Ah oui, d'accord. Il vit à Paris d'ailleurs, la fin de la fac qu'il a tué. Et Guégoff était le scénariste de Chabrol, notamment des Bonnes Femmes, qui était le film de la Nouvelle Vague, d'entre tous les films de la Nouvelle Vague, le film que Stage préférait. Mais Eustache se sentait très ils étaient tous magnétisés par Guégoff, mais Eustache peut-être plus a eu un degré d'identification un peu plus fort. C'était quand même des petits messieurs, les gens de la Nouvelle Vague. C'est des génies absolus, hein, mais Godard, Truffaut, enfin c'est des petits messieurs en cravate, et Guégoff était réellement dangereux. C'est un des personnes. Il a inspiré un peu dans La Collectionneuse. Je pense que c'est un peu cet univers-là, un aussi, peu de Romer, un des personnages un peu dandy, désœuvrés. Mais avec quelque chose d'un peu plus. Parce que même c'était des provocations politiques qui des gens. Un peu un art de droite, quoi. Un peu plus que ça, parce que dans les cousins, par exemple, qu'il a coécrit, de Chabrol, tous les moments où Brialy se met à faire des célébrations comme ça, nazies, on ne sait pas si c'est au second degré ou au premier degré. Apparemment, il était très très coutumier de ce genre de truc. C'était vraiment, c'était un type assez sulfureux. Et Eustache était tellement fasciné par lui que lui et un de ses meilleurs amis de l'époque, qui est un génie total, que beaucoup doivent connaître moins de nom, qui s'appelle André Labarthe, à qui ce livre doit beaucoup. Je pense que vraiment. Là, pour le coup, c'est quelqu'un que j'aurais aimé qu'il soit encore en vie pour qu'il l'ait entre les mains. On l'a fait venir à la boutique. Voilà, mais André, et beaucoup de documents que j'ai viennent d'André, en fait, sont des documents que la femme d'André m'a prêté, des documents qui étaient inédits. Et André est quelqu'un qui a beaucoup aidé Eustache quand Eustache était dans une galère noire, notamment en lui faisant monter les cinéastes de notre temps sur Rivette, en le mettant sur des plans pour la télé. Parce que Stage a monté les films de ses amis, de Marco, de Marco. Ça, Marco aussi, ça vient d'André, parce que c'est le meilleur ami d'André. Et André, comme Marco d'ailleurs, qui l'a amené vers Lacan, comme Schul, qui était son de ses meilleurs amis à cette époque-là, qui l'a amené vers la littérature. Stage, c'est quelqu'un qui était. C'est un des rares cas dans l'histoire du cinéma français. Alors Vigo, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas d'argent, mais son père était un anarchiste, c'est-à-dire qu'il y avait une culture politique. À défaut d'avoir un capital social, il y avait une culture politique. Il y a Truffaut, des gens qui sont venus vraiment de rien, et bizarrement ils se sont pas entendus. Je crois que Truffaut aurait aimé. Je crois que Truffaut aurait aimé que ça se fasse. Une sorte de rivalité comme ça, pas de prolo, mais de... Ça, je ne le supportais pas. Alors je crois avoir trouvé dans les lettres qu'on a passées et que j'ai lues, c'est que je crois que Stache est allé le voir pour qu'il l'aide sur le pas mal à les yeux bleus. Parce qu'il dit, dans une des lettres à Martinez, il dit « Demain, je vois Truffaut, advienne que pourra ».
Et en fait, c'est Godard qui a fini par prêter de la pellicule, mais pas Truffaut. Et je pense qu'il ne lui a jamais pardonné. Mais je pense qu'il y a une rivalité aussi, surtout, c'est qu'ils avaient le même alter ego qui est Jean-Pierre Lévaux. Enfin, je veux dire, à un moment, il y en a un de trop, ça passe pas. Que tous les deux venaient effectivement de... Il y a Inès, tous les deux avec un chagrin d'amour, un truc à la mer, comme ça, qui est quand même complexe. Ils viennent de rien, ils ont la même amitié pour Rivette, indéfectible. Plein de choses, Sim Solo qui dit c'est incompréhensible en fait, tous les rapprocher. Et c'est un tel point d'énervement de stage qu'apparemment quand Bernadette Lafont arrive sur le tournage de La Maman et la Putain, ils se connaissent très bien, ils ont même été un peu ensemble. Souvent quand ils vont voir Guégoff avec la barbe, stage vient avec Lafont parce qu'ils sortaient avec elle à ce moment-là. C'était sa maîtresse. Et ils sont allés l'interviewer. Donc quand Lafont arrive en 72-73, alors c'est quand même une vieille copine à lui depuis 5 ou 6 ans sur le tournage de La Maman et la Putain, elle sort d'un Truffaut, je crois que ça doit être une fille qui est tournée à 7, par hasard. Et son premier truc, il lui a dit va te laver, tu repestes le Truffaut. C'est vrai, il n'y a pas un moment où à partir du refus, je pense, il n'y a pas un moment où il va lâcher l'affaire. C'est une blessure. Mais c'est vrai que c'est pas même. Enfin, il était plus admiratif des films de Chabrol. Donc Godard, c'est à part. Rivette, c'est une véritable amitié. Je pense que les gens qui l'ont instruit en cinéma, c'était la science infuse pour lui, c'était Douchet et Rivette. Quand il a été cinéphile au tout début, quand il arrive à Paris. Mais quand il est arrivé à Paris, il bossait à la SNCF, il bossait comme ouvrier à la SNCF, aux ateliers de la banlieue sud, du nord, je sais plus, Maxime. Je sais plus non plus, on a tellement changé. On l'a changé quoi. On l'a changé jusqu'au dernier jour. Et en même temps, l'image qu'on a de stage, c'est cette bande des veufs qui vont à la coupole. Ouais, mais c'est une construction. C'est une construction totale. Jean-Noël Pic, ils sont 4-5 mecs à draguer, sur Dandy, ne disant rien, avec des poses affectées. Tout ce que raconte très très bien, de façon sublime, Jean-Jacques Schul dans Rose Poussière. Bon, aujourd'hui, c'est un texte qui est classique, mais Rose Poussière, il s'en est vendu 40 la première année, quand il l'a sorti. Je sais parce que moi, quand en 2001, Yves Adrien m'avait dit il faut absolument que vous alliez lire Rose Poussière, c'est ça, je suis allé chez Gallimard, c'était en mars, il n'avait pas encore sorti Ingrid Cavel. Pour ceux qui n'ont pas lu Rose Poussière, c'est un livre de 73, je pense, écrit entre 71 et 72, qui sort en 73 dans la collection Le Chemin, chez Gallimard, qui est le premier livre de Jean-Jacques Schul. Jean-Jacques Schul a très peu écrit. Oui, il a écrit 2 livres, il a écrit Rose Poussière en 73 et Telex numéro 1 en 76. Il a écrit un 3e livre qu'il n'a jamais donné, pareil. Et il s'est tu complètement jusqu'en 2001. Et moi, quelques mois avant, un très très grand critique de rock et folk, un critique de musique, mais pas simplement, ce qui est mon sens un des plus grands écrivains en France, encore vivant, parce qu'il est toujours vivant, mais qui écrit très peu, qui s'appelle Yves Adrien, m'avait dit, puisqu'il vous voit toujours, il m'avait dit allez voir du côté de ce livre-là, ça a été très important. Et je suis allé chez Gallimard en mars 2001, et j'avais demandé Rose Poussière, le mec m'a regardé comme ça, il a tapé sur un truc, il m'a dit ah ouais, je crois qu'on en a plein en dessous, revenez demain. Et c'était l'édition originale, et en fait en septembre il a sorti Ingrid Cavel, et en octobre il a eu le prix Goncourt. Mais en mars, plus personne savait qui était ce titre-là, parce qu'il n'avait plus écrit une ligne de 76 jusqu'à 2001. Et ce bouquin raconte les années. C'est un bouquin qui raconte de façon. Il raconte des déambulations de personnages. Il y a une évocation de Zouzou la Twisteuse, enfin, à partir de. Enfin, ça va être je crois, dans Rose Poussière. Et il y a surtout un titre qui s'appelle Frankenstein, le dandy, qui manifestement déambulait dans ce milieu-là de la coupole, et qui avait des pièces de vêtements cousus. Il était très très grand, enfin, un côté comme ça, un peu monstre de Frankenstein. Créature de Frankenstein, et ils lui ont jamais parlé, mais ils étaient complètement fascinés par lui, et ils ont fini par Schul, parce que c'est lui qui l'a appliqué, il a fini par tirer de ce personnage-là, qui était une sorte déjà de robot, toute une préscience de ce qu'allait devenir l'attitude techno avant Kraftwerk, de quelqu'un qui serait mécanisé, qui viendrait de Geoffroy de la Métrie, de l'homme mécanique
de Julien Offroy de la Métrie, et en même temps qui serait déjà dans le futur, mais qui serait des tuyaux, qui ne seraient plus qu'une sorte de combinaison un peu étrange, et qui serait toujours dans la neutralité. Ils en avaient tiré une sorte de leçon de neutre, être neutre. Et la neutralité, c'est aussi ce qui fascine Barthes au même moment. Et il finira par en faire un séminaire 4 ans plus tard au Collège de France. Et ils sont complètement obsédés par cette histoire de neutralité. Ils finissent par se retirer dans le silence, on les appelle les veufs, parce qu'ils passaient des heures à la coupole, ils ne disaient pas un mot. C'était complètement stoïque. Oui, mais il matait, Il matait, mais il draguait, mais il ne disait pas un mot. Pour aller leur tirer les verres du nez, ils étaient capables de rester ensemble et de ne pas se dire un mot. Et il y a beaucoup de choses encore qui restent. Dans le personnage d'Alexandre, qui est un double de Eustache, c'est quand même un composite de Pic, de Schul et de Eustache. Et notamment quand il va au Train Bleu et qui dit à Véronica, Alexandre dit à Véronica, j'ai fait mon autoportrait. Alexandre, le personnage d'Armand et Véronica, qui est joué par Jean-Pierre Léaud, et lui qui est joué par Jean-Pierre Léaud, il dit j'ai fait mon autoportrait, il lui tend une feuille blanche comme ça, marqué yeux, menton, front, yeux, nez, menton, bouche, et voilà, ça c'est mon autoportrait. Et c'était des trucs, alors ça c'est intéressant, c'est des trucs que Schul avait déjà lui-même piqué, c'était très dans le montage, l'emprunt, ça les fascine. L'idée d'emprunter les choses, je n'ai pas du tout. Il y a des trucs qui avaient plus ou moins piqué à Jacques Rigaud, qui est un poète d'Alia suicidé. Et oui, tu en parles. Voilà. Et Rigaud deviendra une fascination d'Eustache, mais plus tard. Il faut savoir que Rigaud s'est suicidé et Rigaud s'est suicidera le même jour. En fait, voilà. Rigaud s'est suicidé le 6 novembre, la fin des années 20, je crois que c'est 29, 27, pour ne pas dire de bêtises. Dans ton livre qui marque le 5 novembre. Mais oui, non, parce qu'en fait, c'est que Eustache s'est suicidé le 5 novembre, mais pendant très longtemps. André Breton avait fait dans l'anthologie de l'Humour Noir. Breton était complètement admiratif de Rigaud. Rigaud avait passé la nuit du 5 novembre dans Paris à faire la fête. Il s'était fait déposer en taxi en banlieue, là où il résidait, qui était une sorte d'hôpital psychiatrique, un peu de luxe, enfin une maison de repos, on va dire. Et il avait dit au taxiteur, attendez-moi. Et il a écrit, c'est quelqu'un qui en se suicidant, il a laissé l'œuvre totale de Rigaud, c'est 100 pages. C'est quasiment que des aphorismes, et son dernier texte c'est le jour se lève, ça vous apprendra, et il s'est tiré une balle. Et ça fascinait totalement à la fin Eustache, les dernières années de sa vie, aller sur la tombe de Rigaud, voilà. Complètement avec Simsolo, non? Au Fraude d'emploi, c'est aussi un texte, ça vient de Rigaud. Il a amené Simsolo plusieurs fois là, mais d'autres gens aussi. Et Eustache était, comme plein de gens, persuadé qu'il s'était suicidé le 5 novembre, parce que c'est la date qui était inscrite dans l'anthologie de l'Humour Noir de Breton. Et Eustache se suicide le 5 novembre. C'est le biographe de Rigaud qui m'avait dit une fois, mais il s'est suicidé le même jour. Vraiment, il tire vraiment la couverture à tout, à Rigaud, il est vraiment exceptionnel. En fait, c'est lui qui a raison, je suis totalement persuadé. Jean-Luc Bitton, il a fait une très très belle. Il a fait une bio de Rigaud qui fait 800 pages pour quelqu'un dont l'œuvre totale fait 75 pages. C'est un truc que j'aime bien, comme ça fait. Il a tout retrouvé, c'est arrangé tel jour. C'est vraiment ouf. Comment tu expliques, et après préparer vos questions, pour parler quand même de ce qui est un peu le cœur de ton ouvrage, Champignon. Voilà, c'est ça, s'il y a des questions sur Champignon. Comment on fait du faux sperme, tout ça? C'est avec du blanc d'œuf. Voilà, on a la recette. Voilà. Non, parce que le cœur de ton bouquin est quand même consacré à la maman et à la putain. Voilà, mais j'étais étonné parce que ça nous replonge quand même dans ces années. Le film était sélectionné au Festival de Cannes, 73, avec quand on voit les sélections aussi des années 70, c'est quand même. Ça laisse rêveur. Cette année-là, l'année d'avant était une catastrophe. Tous les films catastrophe, j'ai quand même regardé. C'était pas si. C'était une catastrophe. La sélection française était catastrophique. Ah oui, une française. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Mais la sélection 72 était catastrophique. Ils avaient demandé à Christian Bourgois de s'occuper du coup de la sélection 73. Dans lequel il y a La Grande Bouffe et La Planète Sauvage. La Planète Sauvage de René Laloux, qui est un film génial. Qui est un film que tu as édité. Qu'on va rééditer. Et la grande version sublime. Ah oui, il faut voir, oui, pour ceux qui n'ont pas vu La Planète Sauvage. C'est vrai que ces trois films. C'est de la gueule, quoi, quand même. C'est trois films déments, mais il y en a deux qui provoquent un scandale absolu. Mais c'est hallucinant, la violence des critiques. C'est quand même un tombereau de.
mais des critiques de tous bords, quoi. Même Dès les 7 jours jusqu'à même Bory et tout ça, mais tout le monde se trompe. Quoi. Tout le monde. Comment t'expliques ça? Comment tu... Tout le monde est pris dans sa... Je pense que le film, nous comme spectateurs, le film a l'impression de nous enseigner, mais je pense que dans cette espèce de corrida que j'ai bien connue, j'en ai fait que 24, le Festival de Cannes comme critique, l'espèce de corrida comme ça qu'est le Festival de Cannes, on a toujours envie d'être plus fort que le film. Il y a un truc, on ne va pas nous la faire. Or, c'est quand même un problème de la critique de cinéma, c'est qu'en fait, c'est le seul métier où on te la fait tout le temps. Tu es payé pour qu'on te la fasse, mais le critique de cinéma, et vraiment, c'est sa grande particularité, il se lève le matin en disant on ne va pas me la faire. Il se trompe du matin au soir. Et là, c'est la conjuration des imbéciles en train de se dire on ne va pas nous la faire. Donc chacun a un truc pour dire oui, oh là là, c'est bavard, ces trucs. Il y a quand même, malgré tout, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que même les gens qui résistent au film, il y a dedans des gens qui voient ce qui se passe dans le film, qui peuvent le raconter. Ils y résistent. Alors ils y résistent aussi pour des raisons politiques. C'est-à-dire que le film énerve à droite comme à gauche. Par exemple, il y a un texte que Eustache qui a beaucoup blessé Eustache, et qui est un texte pourtant très beau et très dur sur le film, qui est un texte de Pascal Bonitzer sur... mais Bonitzer, tu cites souvent, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup écrit quand même sur... Bonitzer a quasiment écrit sur tous les films d'Eustache, et c'est même Bonitzer qui l'a, comme on dit dans le jargon, enterré dans les cahiers. Quand Eustache est suicidé, Danet a fait le papier pour Libé, mais c'est Bonitzer qui a fait le long papier, un peu très beau d'ailleurs. Et où il finit par comprendre qu'il s'est trompé. Que ce qu'il a pris pour étendre la pause à un moment donné, c'était quand même aussi un désespoir qui était bien plus profond que ça. Tout en disant, comme tout le monde, que le suicide d'Eustache en novembre 81 finalement n'a surpris personne. Il avait même envoyé un texte, une page d'un autre scénario, il y en a plein des scénarios inachevés d'Eustache. Il s'appelle Peine perdue, où il avait donné une photo de lui, où il est nu sur un lit de dos. Ça fait froid dans le dos quand on lit le texte. C'est 6 mois avant sa mort. C'est pour le numéro qui accompagne, c'est le numéro de mai 81. Alors que tout le monde commence à y croire. Enfin voilà, la gauche va accéder au pouvoir, tout va changer. Lui, il est totalement déjà, il bouge plus de son lit, il sort plus de chez lui, ça va pas du tout. Il se lève pour pisser quelques gouttes de whisky, il se recouche. Le scénario raconte ça, et il se suicide début novembre. Et le texte de Bonitzer en décembre 80 dans les cahiers raconte ça, comment finalement, effectivement, quand La Maman et la Putain arrive en 73, les cahiers sont dans un moment Mao très fort, et à la fois Bonitzer tape là où c'est juste, c'est-à-dire qu'il dit on va prendre ça du côté du déchet, c'est-à-dire de la vomissure, qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue marxiste, lacanien et bataillien de Georges Bataille, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Le foutre, le vomi, trop de paroles, le dégoût. Qu'est-ce qu'on en fait en termes de production marxienne? Et on voit que là, ça commence à démonter le film, même si ça touche à l'endroit précis de la parole. Bonitzer est le seul de tous qui voit qu'il y a un changement de personnage au bout de 2h30 de film. Évidemment, il ne faut pas faire ça. Dans les écoles de cinéma, on leur dit tu ne changes jamais de personnage. Bon, là, c'est une des plus belles choses au monde, c'est qu'un garçon parle pendant 2h30, ça énerve tout le monde. Et puis au bout de 2h30, à force de parler, il se fissure, il s'effondre, et celle qui l'écoute se met à parler. Et ce qu'elle dit, c'est une mitraillette, et ça propose un plan pour le futur, pour aimer en dehors de tout narcissisme, qui est très qui est inapplicable, et qui est lui-même un plan qui est une contradiction. Et que Bonitzer entend, comme elle dit toujours, un couple qui ne fait pas un enfant, c'est pas un couple, c'est une merde, c'est une poussière. Bonitzer dit ce familialisme, c'est un retour à l'ordre. Et là, des années après, Bonitzer dira là, je me suis trompé. C'était pas ça. C'est pas ça, ça demande ce que demande Véronica. C'est pour ça qu'il y a 2 chapitres sur le même film dans le livre, un qui s'appelle le livre d'Alexandre, l'autre s'appelle le livre de Véronica, parce qu'à un moment il y a un changement de position subjective, et la position de Véronica, elle est... Je pense qu'on peut commencer à l'écouter maintenant, 50 ans après. Pas parce que les films ressortent, mais parce que je pense que les gens qui ont 25 ans aujourd'hui comprennent mieux Véronica, ou les gens qui étaient pris dans quelque chose qui était uniquement des positions du MLF, d'opposition entre les différences sexuelles, mais il ne s'agissait pas de ça. C'est pas ce qu'elle demandait là, ou qui était pris déjà dans une désillusion de la liberté sexuelle. Alors,
là, il y a peut-être des choses qui sont encore des échos des couples. Enfin, tout le monde essaye toujours. Il y a toujours une génération qui essaye, puis il y en a 3 qui essayent plus après, il y en a à nouveau une qui essaye. Je ne sais pas s'ils vont réussir, j'aimerais à chaque fois. C'est plus mon affaire. Contrefait pour ça. Je les regarde faire, j'espère qu'ils vont réussir. Et il y a une proposition différente qui est abandon du narcissisme. Et abandon du narcissisme, ça, en 73, c'est pas audible. Aujourd'hui, peut-être c'est audible. Alors, on verra. Mais je pense que quelqu'un qui a 19 ans aujourd'hui, ou 25 ans aujourd'hui, ou 30 ans aujourd'hui, qui ne sait pas s'il aime une fille, un garçon, une fois une fille, une fois un garçon, si lui-même, s'il aime une fille, un garçon, ou il, ou tout ça à la fois, déjà sur son narcissisme, il lui fait passer tellement, il le fait déjà tellement passer à la question, que forcément cette question d'abandon du narcissisme, ça peut constituer un pot. Mais peut-être pas, j'en sais rien. Moi, je me suis avancé sur cette théorie-là sans être persuadé qu'elle soit vraie. Parce que peut-être une complètement. Non, mais c'est intéressant de voir la modèle. J'allais lire les critiques qui sont vraiment nulles, je vous les laisse. Il y en a des biens. Il y en a des biens. L'avantage de ce film, c'est qu'on peut le prendre en marche, le quitter pour aller boire un verre en face et revenir. On est sûr de retrouver Alexandre à une table de café de Flore et sur le lit Bernadette en train de jacter. Il cause, c'est tout ce qu'il sait faire. Voilà. C'était Magnani, Louis Chauvet, Figaro. Non, Canard enchaîné. C'est Canard enchaîné. Mais par exemple, c'était marrant parce que par exemple l'Humanité, qui à l'époque avait de très bons, encore aujourd'hui, c'est un très bon journal pour la culture. Mais ils ont eu un très grand critique de cinéma dans les années 70 qui s'appelait Samuel Lachise. Et Lachise et un autre critique de l'UMA vont interviewer Eustache pendant le festival de Cannes. Ils y vont à deux, il y en a un qui aime le film, Lachise aime le film, pas l'autre, et ils s'engueulent pendant l'interview. Et Eustache, l'interview est retranscrite telle que Eustache les regarde s'engueuler, et au bout d'un moment, il dit, j'ai l'impression que c'est moi qui fais l'interview, parce qu'ils ne sont pas d'accord justement sur la position politique qu'il faut. On est en 73, je veux dire, quelle position politique faut-il accorder face à ce type qui par ailleurs. Alors, il se trouve qu'il y a un scénario qu'on a pu aujourd'hui, grâce à la loupe, on peut le dire, on a pu avoir entre les mains un scénario qui était le premier scénario, qui n'est pas celui qui a été publié, qui est le scénario qui avait été donné à très peu de techniciens, les acteurs ne l'avaient pas. Donc en fait, c'est le scénario qui globalement a été donné à Cottrell pour qu'il puisse produire le film, et à Luc Béraud pour qu'il puisse, qui est son assistant, pour qu'il puisse préparer les plans, aller chercher les lieux et tout ça. C'est un scénario beaucoup plus long, ça fait un film de 5 heures, qui est âcre comme pas permis, qui est pas meilleur en fait. Il faut dire ce qu'il est. Moi, comme tout le monde, j'adore les bonus, des disques, les morceaux rejetés, tout ça. Les moments que Eustache a supprimés, finalement, gagnaient à être supprimés. Moi, ça gagnait à être condensé. Et c'était encore pire en fait. Je pense qu'il y a une insulte envers le Nouvel Obs, c'est-à-dire Bory, qui pourtant adorait Eustache jusque-là. Il y a une insulte envers ce qui était censé être la gauche Nouvel Obs, le côté socialiste, bien pensant, nouvelle société. C'est démonté, mais c'est presque d'un acharnement complètement fou, suicidaire. Pareil pour. Il y a des positions réellement, qui étaient. Si ce film-là avait. Il a été en partie tourné, ce scénario-là. Mais si aujourd'hui ce scénario-là ressortait, ce ne serait pas forcément un cadeau pour le film. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, quand même, pour tourner ce film-là, Eustache se branche complètement sur sa vie, sur son histoire, sur ses. Je reprends au début quand même de la maman. C'est quelqu'un qui vient de se faire larguer, qui a rencontré quelqu'un. Il met vraiment en scène sa vie et presque il écrit des dialogues, mais de ses relations. Il faut le raconter en fait en citant les noms, parce que c'est là qu'on comprend la furie du truc. Il est censé tourner Mes Petites Amoureuses. Le scénario est prêt, et Cottrell a trouvé un peu d'argent. Luc Béraud, le premier assistant réel dont je parlais, est convoqué. Béraud vient et il lui annonce tout de suite, il lui a dit, je tourne plus Mes Petites Amoureuses, je suis en train d'écrire un autre film. Et qui va s'appeler Du pain et des roses. Du pain et des roses. Ouais, c'était le premier titre. Qui s'est très vite appelé autrement. Parce que même quand Béraud a eu le scénario terminé, ça s'appelait déjà La maman et la putain, parce qu'ils avaient fait un scénario qui s'appelait La maman uniquement pour avoir que l'hôpital Lennec leur file une chambre. Ils avaient peur que La maman et la putain, ils disaient c'est quoi, c'est un porno. Et il lui dit non, en fait je suis en train d'écrire un autre film là, parce que en fait il s'est
Il s'est fait larguer par Françoise Lebrun, qui est prof, et qui dans le film n'est pas le personnage de Véronica, mais qui est le premier personnage de Essayez j'ai un trou, je crois que je suis fatigué, qui est de... Isabelle Lacarthe. Ouais, qui est joué par Isabelle Lacarthe, qui s'appelle... Ah merde. Gilbert, merci. Qui s'appelle Gilbert. Moi, j'ai appris qu'il était qu'il était dans la lecture de Proust. Il a le livre dans la poche, c'est Biette qui dit toujours il faut pas lâcher Proust sur ce truc-là. Ouais. Et il l'appelle Gilbert. On lit aussi, on comprend aussi la maman en ayant Proust en tête et en voyant que Eustache n'a que Proust en tête. Mais ce qui est complètement fou, c'est qu'il commence à écrire, il dit je me mets à table, je veux faire un film pour Jean-Pierre et Françoise, qui raconterait, donc Jean-Pierre serait le double d'Eustache, et qui essaierait ce serait Alexandre en train d'essayer de reconquérir Gilbert, ce qui est le premier quart d'heure, les 20 premières minutes du film. Mais il se trouve que pendant qu'il commence à écrire ce scénario-là, il fait la rencontre, il vit chez une femme qui s'appelle Catherine Garnier, qui dans le film est jouée par Bernadette Lafont, et il fait la rencontre d'une troisième femme. Véronica. Qui s'appelle Véronica, qui dans le film s'appelle Véronica. Et qui est jouée par Françoise Lebrun, son ex. C'est là-dessus où il y a une perversité inouïe, c'est-à-dire qu'il fait jouer à Françoise Lebrun, non pas le rôle de Gilberte, mais celui de Véronica. Elle ne l'a jamais rencontré. Il lui fait jouer surtout les mots de Véronica, qui s'appelle Marienka en fait, dans la vie. Parce qu'en fait. Qui est une infirmière, non? Qui était infirmière, c'est dans sa chambre, parce qu'il a fait chier, enfin, il ne disait pas dans quelle chambre c'était, donc ils lui ont proposé la 9, la 17, la 22, c'était la 18. Tant qu'il n'a pas eu la 18, il disait je tourne plus le film, j'arrête. Mais il ne disait pas quel numéro c'était, donc il a fallu le retrouver. Ils ont dit ah oui, c'est la 18, oui, celle-là, je veux bien tourner là. Il fallait que tout ait lieu dans les lieux. L'appartement de Bernadette Lafont, c'est l'appartement de Catherine Garnier, qui est la femme chez qui il vit, qui est la costumière et la maquilleuse du film. Donc elle assiste aussi à ça, à ce récit-là. Non, mais tous ces détails-là, c'est un jeu de chaise musicale qui est... Tous ces détails-là, c'est pour dire comment son acharnement à vouloir ancrer son film dans le réel, à vouloir tirer du réel et de la réalité. Et en même temps en jouer, à le manipuler. Voilà. Et en même temps à le manipuler. C'est-à-dire de voir avec... de faire jouer par d'autres corps, qui sont des corps conducteurs, quelque chose qui a eu lieu dans les endroits où ça a eu lieu, et parfois même à la date où ça a eu lieu. Par exemple, Mes Petites Amoureuses, c'est 20 ans après que ça soit passé, c'est son adolescence, et le baiser à la fin, si vous avez vu le film, le baiser, vraiment la première fois qu'il fait un baiser en plein jour, et pas un baiser volé, mais un baiser accordé par la petite fille qui a des yeux incroyables, on a su après qu'il avait, par exemple, il avait demandé à ce que ce soit tel jour, alors que le temps n'était pas bon, il a voulu quand même tourner là, personne ne comprenait pourquoi il ne décalait pas, il ne faisait pas des trucs en intérieur ce jour-là, on a su après que c'était la date d'anniversaire du jour où le baiser avait eu lieu. Et tout est une épreuve, en fait, pour à la fois tenter d'exorciser des choses qui sont des blessures, des chagrins d'amour, des blessures profondes, vécues, ressenties ou plus profondes lui-même, que le cinéma les exorcise, et pour avoir la preuve finalement que le cinéma ne console pas. Le cinéma ne console de rien. Et c'est ça qui est troublant, c'est qu'en fait, en faisant les recherches, il y avait un texte que je ne connaissais pas. Je savais qu'il avait écrit sur le beach, mais il avait écrit pour les cahiers, il a écrit très peu, il a écrit 2 notules et 2 longs textes. Ah oui, j'aimerais bien savoir, tu me donnes cet article, ce fameux article de cahier là, même, dont tu parles, c'est de ça que tu as c'est un article sur Paris vu par, qui est le film collectif où il y a Rouge, et lui on lui a donné à cahier 320, février 80, voilà, c'est ça. Maxime pour diffuser. C'est avant, parce qu'il a écrit à la sortie, quand le film est sorti dans les années 60. D'accord, oui, d'accord. Ah non, toi tu veux dire oui. Non, 320, le sur le but c'est pour le. Non, c'est pas 320, c'est bien avant, oui. Ah oui, non, le but, non, alors c'est pas du même. Non, c'est son. Mais le but, c'est dans la revue cinéma. Oui, c'est au cinéma, et celui sur Paris vu par, c'est. Il reparaîtra dans la hors-série, le but de cahier. De 82. Et voilà. Et sous le texte dont tu avais parlé à Philippe sur Paris vu par, c'était effectivement dans les cahiers, mais dans les années 60. Dans les cahiers, en 64, quand Paris vu par sort. Et on lui donne à chroniquer le texte sur le court-métrage de Paulet, parce que c'est une succession de 5 courts-métrages. Et qui s'appelle Rue Saint-Denis. Il n'est pas fou du film, donc c'est assez sévère envers quelqu'un qui a son âge, qui a sa même génération, qui doit sans doute fréquenter, qui a un peu la famille des cahiers, tout ça. Il est assez sévère sur le film, il casse un peu le truc. Et tout de suite, il part sur Vertigo d'Hitchcock.
ça l'intéresse plus que de parler de... ça devient un prétexte. Et pour arriver à ces conclusions que les amours mortes, on aura beau les ressusciter, elles resteront des amours mortes. Mais en fait, c'est comme vous, parce qu'il a écrit 2 textes critiques, celui sur Lubitsch et sur le vrai et le faux, les puissances du faux. C'est un truc qui va traverser son œuvre à partir dès le début, de toute façon, même le premier court-métrage, mais à partir du Père Noël, ça devient prégnant et ça ne cessera jusqu'à la fin d'être l'horizon que propose le mensonge, le faux, la falsification, le devenir autre. Et de l'autre côté, il y a la non-consolation, c'est-à-dire on fait des plans, et on fait des films, on convoque des corps pour rejouer des choses que l'on a vécues et qui nous ont fait souffrir, et ça ne console pas. Non, juste un petit, et puis après vos questions, petite explication, non, pas sur le premier, mais sur le vrai, le faux, le mensonge, le mentir vrai, développe un tout petit peu, ou offre-nous une définition de la façon dont ça s'exprime chez Eustache. J'arrive plus à le faire. Je me suis pris les pieds dans le tapis avant-hier dans une interview, je me suis dit que j'étais incapable de résumer ce truc. C'est un truc qu'on a toujours su. C'est-à-dire qu'on devient un autre. Enfin, le faux, c'est l'au-delà. C'est-à-dire que le vrai n'a pas de... La neutralité, c'est l'idée de neutraliser la neutralité dont je parlais tout à l'heure chez Chou. Prends une seule histoire, par exemple, pour parler. Une seule histoire. Vous avez d'abord, dans l'ordre dans lequel c'est montré, qui est l'ordre du DVD Potemkin et qui n'était pas l'ordre des CP pourris qui ont circulé via Boris Eustache pendant 2 ans, 3 ans, et qui ont été rectifiés au dernier moment par ces connards de journalistes, comme ils nous appellent, mais on a quand même... On va avoir beaucoup de choses à couper au montage. Il faut le dire, on a quand même moi j'ai plus le droit, mais on a quand même pleurniché auprès du Losange pour leur expliquer que c'était pas dans ce sens-là qu'il fallait le mettre. Ils s'en sont aperçus à 3 semaines de le mettre en salle. Et ils ont retrouvé des archives, du papier. Ah oui, effectivement, c'était d'abord la fiction, et après le documentaire. Ah oui, c'est comme ça qu'il fallait le monter. C'est comme pour les 2 rosières de Pessac, il faut d'abord montrer celle de 79 et celle de 68 après. C'est dans le sens d'une remontée du temps. Et dans une seule histoire, vous avez d'abord le faux. Le faux est au-dessus du vrai, comme valeur absolue. Alors pour ceux qui n'ont pas vu une seule histoire, c'est une histoire ce que racontait un ami de stage, qui s'appelle Jean-Noël Pic, à ses amis, qui était une histoire où il allait dans un bar et il voyait descendre des femmes aux toilettes et il les suivait aux toilettes et il y avait un petit trou en bas de la porte des toilettes qui lui permettait de voir le sexe des femmes. Et il y a un développement, une exégèse, un délire autour de ça, autour du trou qui permet de voir le trou. Et donc, ce film est joué en 2 parties. Il est joué une première fois par des comédiens, dont le personnage principal qui raconte l'histoire est Michael Lonsdal, qui le raconte à un public, à Jean Duché, mais devant un public féminin, composé de femmes. Donc c'est la fiction qui est mise en premier, et dans la deuxième partie, c'est une sorte de diptyque où il est dit la même chose, mais voilà. Et c'est Jean-Noël Pic, le fameux colporteur de cette légende, de cette histoire, qui est, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Du moment où il a raconté, c'est qu'elle est vraie. Voilà, à partir du moment où il l'a raconté, c'est qu'elle est vraie, et qu'il le raconte aussi à un public féminin. Mais Eustache tenait bien d'abord à passer la version 35 mm, c'est-à-dire c'est le remix propre de la seule histoire, avant de passer la version 16 mm, documentaire, sale. Mais finalement, en passant d'abord la première histoire, il lui donne un degré de véracité, en tout cas une supériorité, que le faux est supérieur. Il replace déjà, il met un doute, il met un point d'interrogation sur la version 16 mm. Est-ce qu'elle est si documentaire que ça? Est-ce que c'est pas finalement 2 légendes? Et de toute façon, les 2 sont prises dans la même possibilité, qui est celle de représenter cette chose-là. C'est-à-dire que ce trou-là n'est pas représentable, sinon par la parole, qui chaque fois manque à donner à voir ce chose-là. Et un fois, il réussit parce que c'est comme chez Guitry, il suffit de filmer quelqu'un en train de raconter pour que les images affluent. Mais il n'y a pas de reconstitution, il n'y a aucun moment, même un plan où on verrait le café à la mode Piquet-Grenelle. C'est 2 fois le même dispositif complètement déceptif, si on veut. Et cette forme-là, la façon de les juxtaposer, crée un truc facilement. Il y a une double absence de la représentation, et c'est tout le cinéma qui tombe dans un précipice énorme. Le cinéma de la représentation est complètement annulé. Et il est en même temps explosé parce que les 2 paroles sont plus belles les unes que les autres. Et surtout, il met à l'épreuve le spectateur qui est capable d'écouter 2 fois un film se dire plutôt que se montrer.
Et malgré tout, c'est un des films les plus jouissifs de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que sur le papier, c'est impossible à tenir. Pourquoi on ferait voir 2 fois un échec à représenter alors, et dont l'os serait la fiction, dont on te la montre avant le documentaire, c'est improbable. Enfin, ce qui sort à ce moment-là de son cerveau en termes de construction de dispositifs n'est pensable qu'à partir du moment où il considère qu'entre les 2 films, il y a un espace et que cet espace c'est le trou et que c'est à partir de ce trou-là que nous, on va s'engager. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes complètement précipités quand on voit ça. C'est hallucinant sur la question de le faux, c'est l'au-delà. La valeur documentaire du film, quand on dit par exemple l'un est joué par Ozdal et l'autre est raconté par Pic qui l'a vraiment vécu, en fait le film ne le dit jamais. Le film oui, dit ces deux compteurs, ces 2 griots, il y en a un qui tournait dans une version qui sont avec les dispositifs 35 mm, caméra, enfin, meilleure lumière, découpage un peu plus précis, non improvisation, qui sont celles que l'on accorde avec tout le conditionnel possible, que l'on accorderait à une fiction, et l'autre est tourné comme un documentaire, mais finalement personne ne sait si Pic a jamais dit qu'il avait vécu ce truc-là. Il dit si je l'ai raconté, c'est que c'est peut-être vrai. C'est-à-dire que tout est là pour fossoyer la question du vrai, la question de la source, la question de l'origine, la question de ça, c'est plus vrai que ça. Ça n'a plus aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la précipitation de tout matériau vers un au-delà, vers un trou qui, une fois cerné, essaye de toucher au plus près de la question de l'impossible chez Bataille, ou de l'irreprésentable, ou du semblant chez Lacan. Et qu'est-ce qu'on fait comment on parle de la sexualité. Ah vous, c'est des champignons, c'est des champignons m'a aidé. Merci déjà pour vos éclaircissements et ce que vous venez dire. Moi je pense à une phrase dans La Monde et la putain que dit Alexandre, le personnage d'Alexandre. À un moment donné, il dit parler avec les mots des autres, ça doit être ça la liberté. La vraie liberté. Et je pense qu'il y a, avec cette phrase-là, on peut rentrer dans des problématiques qui touchent pas mal totalement. C'est la phrase qui tout le chapitre qui s'appelle le livre d'Alexandre, sur la parole d'Alexandre plus que celle de Véronica, complètement repose là-dessus. Sur 2 phrases, c'est celle que vous venez de prononcer et celle où il dit le faux c'est l'au-delà. Ça doit être une telle liberté de parler avec les mots des autres. 80% de ce que dit Alexandre est emprunté d'ailleurs. C'est un montage plus ou moins déclaré à Bataille, à Artaud, j'ai un trou, je les oublie, par sur aussi dans le livre, un recensement assez... Blanchot, t'en parles peut-être? Blanchot, non. Mais oui, ça tient. Et il y a aussi le fait que c'est les mots réels, de la vie de ses compagnes qui réutilisent aussi. Oui, c'est ce que j'ai oublié de dire dans mes... Des gens qui disent qu'ils les auraient enregistrés, même à leur insu, quoi. En fait, ce que je pensais assez peu, c'est que Stache était hypermnésique. C'est l'inverse de l'amnésie. C'est qu'il a une maladie insupportable, c'est qu'il se souvenait de tout. C'est insupportable de se souvenir d'absolument tout. C'est irrespirable. Il n'aurait pas toujours été, a priori, c'est là que la chose compliquée qui font qu'aujourd'hui il est à peu près impossible d'écrire une bio de Stache, et ce livre n'est pas une bio de Stache. J'aurais aimé avoir un peu plus de choses, savoir s'il était enfant, mais bon, personne n'a pu me le dire, mais l'hypermnésie aurait été déclenchée en fait lorsqu'il était à Paris en 61, il y a le début de la guerre d'Algérie. Pour échapper à la guerre d'Algérie, il fait une tentative de suicide et il est interné à l'hôpital des armées pendant quelques semaines. Et là, on lui aurait pratiqué des électrochocs. Les électrochocs, ça crée en général plus facilement un autre effet qui est plutôt un effet d'effacement. Par exemple, Garel, qui lui a suivi des électrochocs en Italie en 68, l'a quasiment retrouvé dans la forme de ces films des années 70, qui sont des films où la narration se perd, où ce sont des flashs lumineux, où à un moment donné on ne se souvient plus de rien, il y a juste des images comme ça.
une partie de la mémoire est cramée. Chez Eustache, ça a provoqué l'effet totalement inverse, c'est qu'apparemment, donc, il était capable de lire 2 pages de Proust une fois et les réciter, à la virgule près. Ce qui fait que, alors ça a donné cette chose-là qui est incroyable, c'est que le monologue final de Véronica, c'est pas un monologue d'une dispute réécrit par Eustache à des fins tirer la couverture à lui. Ce que font tous les cinéastes, d'une façon ou d'une autre. Ils réécrivent la version. La dispute a lieu, le monologue sort. D'ailleurs, on voit dans le film Alexandre essayer de noter des trucs. Dans la vie, on dit qu'apparemment, il descendait, dès qu'il se disputait, il descendait au café et il notait tout ce dont il se souvenait, mais il se souvenait de tout, au mot près. Et il note quelque chose qu'il ne comprend pas. Et ça il faut pas l'oublier. Il note quelque chose qu'il ne comprend pas. Il fait de... Il donne à entendre un discours féminin qu'il ne possède plus, dont il ne détient pas les clés, dont il ne détient pas le sens, dont il ne comprend pas forcément le sens, mais il sait que ça l'interpelle, il sait que ça le regarde à un certain endroit et qu'il faut absolument qu'il en passe par là, et que le film doit se terminer par là. Ce qui fait que ça en fait un film qui est très très compliqué dans une position, on va dire, de ce qu'a été le féminisme dans les années 70, mais ce qui est aussi aujourd'hui la question du féminin, du discours féminin, c'est que c'est quelqu'un qui tout à coup a laissé parler l'autre. Je sais plus, je crois qu'il y a... Je sais plus comment ça s'appelle, enfin, c'est pas une sorte de point Godwin comme ça, dans les grilles de lecture néo-féministe, c'est comme ça, on se dit ouais, combien il y a de personnages féminins, combien de temps elles parlent sans être interrompues. Les résultats sont catastrophiques, enfin, elles parlent une minute et demie, c'est le temps d'une story Instagram, les filles sont coupées, immédiatement le personnage masculin reprend dessus. Tout ça. Là non, enfin, non seulement le personnage masculin a parlé pendant 2h30 jusqu'à s'effondrer, fissurer et perdre totalement le peu de pouvoir qu'il croyait avoir par la parole de séduction ou de semblant. Et ce qui sort, c'est l'inverse du semblant. C'est une proposition qui serait l'inverse du semblant. Mais qui est une proposition dont lui Eustache n'a pas les clés. Et ça, c'est très très important à savoir. De la même manière qu'il n'a pas que quand il laisse Jean-Noël Pic raconter son histoire, il ne demande pas à Pic de lui donner un scénario, quoi que ce soit. Il demande à Pic de raconter l'histoire et ensuite il en fait un scénario qu'il donne au mot près, qu'il donne à Michael Lonsdale dans une seule histoire pour le relire. Il y a toujours ça chez lui. C'est-à-dire que la parole de l'autre le fascine, il la retient assez pour l'écrire et la mettre dans une fiction, ou alors il veut l'enregistrer. Quand il fait parler sa grand-mère pendant 2 heures dans le numéro 0, c'est admirable parce que c'est quand même l'histoire d'une femme, et d'une femme qui vient d'un milieu social qui est le plus pauvre qui soit, qui raconte, elle a 70 ans je crois, elle raconte de 1900, le film de 71, de 1900 à 1971, elle raconte 70 ans du siècle d'une femme, et on entend des choses qui sont incroyables, enfin, c'est une vie, c'est vraiment une vie. Et Villaine ne l'interrompt pas, il la dirige jamais, il la laisse parler. Mais avec l'envie qu'il redise, j'aimerais bien que tu me parles comme tu me parlais l'autre jour. Alors ça c'est toujours. C'est assez touchant de vouloir réentendre ce qu'il a entendu un autre jour, c'est-à-dire de vouloir restituer l'émotion en sachant très bien qu'il y a une limite et une impossibilité à vouloir on perd toujours. Il y aura toujours une perte et il y aura toujours la deuxième version est moins bien. Mais par exemple, voilà, numéro 0, c'est déjà elle vivait chez lui, sa grand-mère, elle lui avait déjà raconté ça une après-midi à l'heure du café, quoi, vraiment après le journal de Jean-Pierre, Jean-Pierre Fermont, 13h30, tout ça. Autour d'un café, elle s'était mise à parler et il s'est dit il faut que je filme ça, mais que je filme comme ça. Véronica, donc les mots de Véronica sont les mots de Véronica. Il les a entendus, il les a donnés à jouer à Françoise Lebrun. Une sale histoire, il connaissait l'histoire. D'ailleurs, l'histoire devait être dans La Maman et la Putain à la base, mais elle débordait. Oui, voilà, une sale histoire devait être dans La Maman. Le Pic devait la raconter. Dans La Maman et la Putain. Bon, tout ce qui s'est passé dans Mes Petites Amoureuses a eu lieu, mais par exemple, un autre film avec Pic qui est Le Jardin des délices de Jérôme Bosch. Là, c'est un soir où Pic, qui est dans les voilà, Pic, chez Catherine Garnier, qui était la compagne d'Eustache, s'était mis à raconter
a commencé à décrire, il se faisait chier, je crois, un soir. Il dit qu'il fumait pas de hache et les autres fumaient que du hache en 73. Et il commençait à se faire chier, il a pris un bouquin où il y avait un bouquin de gauche et il s'est mis à décrire ce qu'il voyait. Et Eustache n'était pas là. Et c'est Catherine Garnier qui lui a raconté ce truc-là. Après, il y a Pic qui a fait un truc marrant, il s'est mis à parler pendant une envolée lyrique pendant 45 minutes. Et donc il a fait un film que parce que dans la mesure où lui n'était pas là, il disait, moi ça me fait chier, je suis pas là, j'aimerais l'entendre, Pic me raconter ce truc. Quoi. C'était vraiment le plaisir de raconter les histoires, d'entendre ouais. Les histoires des autres. Il y a toujours des histoires à raconter, c'est ce que tu dis. Ouais, il y a toujours. Quand on n'a pas d'histoire à raconter, quelque part on n'a rien à se dire. Quoi. Il y a quelque chose de c'est pour ça, on parlait de Rouge tout à l'heure, et j'ai fait dans la sélection, j'ai fait venir. Oui. Mais ça m'était jamais apparu jusqu'ici en écrivant un bouquin. Oui. C'est que je pense que Rouge est vraiment le cinéaste avec lequel Eustache a le plus dialogué. Oui. C'est intéressant ça, parce qu'on ne les met pas du tout sur la même non, planète. On n'y pense jamais parce qu'ils sont complètement pas sur la même planète géographique, alors que Rouge a filmé le rituel et que s'il y a bien un grand cinéaste du rituel en France, sur la France, ça a été Eustache. Rouge est allé filmer en Afrique. Et que Rouge est aussi complètement passionné par la parole, c'est la parole de griot, et Pic c'est un griot chez Eustache. Il y a un dialogue permanent Rouge-Eustache. Enfin, je pense que de tous les cinéastes de la modernité, c'est réellement chez Rouge aujourd'hui que quelque chose se passe. Alors déjà merci beaucoup pour cet exposé passionnant, parce que on voit que vous êtes passionné, comme tous les passionnés vous faites beaucoup de digressions, c'est ça qui est bien, donc j'aime beaucoup. Donc je voulais dire plusieurs choses. Déjà j'apprécie beaucoup que vous ayez parlé de Jean-Jacques Schull, parce que en dehors du fait que j'aime particulièrement cet écrivain, il faut notamment lire Obsession, que vous citez d'ailleurs à la fin, je crois. Voilà. Il s'avère que je le connais et je prépare un livre d'entretien avec lui. Justement, j'aimerais consacrer un petit chapitre au stage, donc ça me servira. Et alors, Schull, justement, a écrit un très bel hommage à Eustache dans un article dans Libération en 2005 qui s'appelle Jean Eustache, il aimait le rien. Et à l'intérieur, il dit deux choses, notamment la première et qui... Il dit qu'il avait les yeux bleus plissés. Voilà. Ça faisait très longtemps, ça doit être au titre du livre. Voilà. Les yeux bleus plissés. Et dans cet article, alors, il dit deux choses, dont l'une rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, quand vous avez dit qu'Alexandre était une sorte de composite de Schull, de Eustache, etc. Schull dit aussi que le personnage de l'ami d'Alexandre, qu'il nomme Charles, alors je ne sais pas si c'est Charles, mais c'est son alter ego, Charles, voilà. Et justement, que Schull est le modèle de cet ami. Voilà. La main dans le formol dont il parle. Ouais, voilà, exactement. Le fauteuil de paralytique, c'est des choses. C'est ça, donc. Et la seconde chose, et c'est là sur ça aussi que je voudrais vous interroger, et puis poser une question après, excusez-moi, c'est qu'à un moment il dit que le mot cinéaste ne s'applique pas, selon lui, ne s'applique pas vraiment à Eustache, que pour lui il a toujours du mal à utiliser le mot cinéaste pour la coller à Eustache, et qu'il dit il aurait dû ouvrir une boutique et apposer une plaque où il aurait écrit Jean Eustache, cinéaste pour noces et banquets. Voilà. C'était aussi, ça faillit être le titre du cinéaste pour noces et banquets. Ça a failli être le titre du livre aussi. Voilà, alors c'est déjà ma première question, c'est savoir ce que vous en pensiez, si vous étiez d'accord, ou si on pouvait peut-être assimiler Eustache à quelque chose d'autre que cinéaste, peut-être à un écrivain, parce qu'il y a quand même beaucoup de littérarité dans son œuvre aussi. Donc voilà, déjà votre ressenti là-dessus, et ensuite psychanalyste pour noces et banquets. Psychanalyste pour noces et banquets. Ou anthropologue pour noces et banquets. Anthropologue beaucoup. Anthropologue beaucoup. Écrivain, je sais pas. Et pourtant, je considère que le scénario de La Maman et la Lapin est un des 5 plus grands textes de l'histoire de la littérature française et même mondiale sur la question de l'amour. Pour autant, je ne sais pas si c'est un... Mais de la même... Parce qu'en fait, ça renvoie à une catégorie qui est déjà usée, qui ne marche pas, qui par exemple, quand on dit les cinéastes écrivains, par exemple Duras, alors que Duras, c'est une cinéaste pure. C'est pas un écrivain qui fait des films, c'est un moment... Et c'est Godard qui disait à Duras, tu te baisses et tu trouves ce que Eustache et Garel trouvent aussi, mais qui galèrent absolument à trouver, ils s'en rendent malades, et toi tu te baisses et tu le trouves. Donc il faut faire, je fais gaffe avec l'écrivain. Mais psychanalyste pour noces et banquets, anthropologue pour noces et banquets, j'aime bien. mais pour noces et banquets, oui. C'est justement le côté rouge. Il
il y a un amour profond. Quand il fait la rosière de Pessac, c'est une fête qui célèbre la vertu, et il la tourne en 68, et cette fête, elle a lieu entre mai et juin 68. Alors on peut dire ça tombe juste et tout ça, et il pourrait en faire un film qui est killer, enfin, sur la question d'une France un peu rance, une petite ville, Pessac, par rapport à la révolution qui est en train d'avoir lieu. Il le fait parce qu'en fait, ça rentre, c'est dans l'air, et forcément, on entend le curé parler, on entend le maire parler, on entend les notables parler, et qu'on voit bien que cette France-là, elle est déjà en train de sombrer. Mais il le fait pas, il n'appuie pas là-dessus. C'est-à-dire que, mine de rien, ce rituel lui plaît, enfin, en tout cas, ce rituel l'intrigue. Il y va pas en rigolant, il y va comme quelqu'un en fait qui a une dette à payer à Pessac, c'est qu'il y a grandi et que ce rituel-là, il ne l'avait jamais vu. Il y va pour le voir pour la première fois parce qu'il ne l'avait jamais vu et qu'il n'avait pas, il avait pas le. Il y va comme quand on revient de la petite ville où on a grandi, qu'on vit à Paris et qu'on croit qu'on a réussi et tout ça, et quand on revient la queue basse, la queue entre les jambes, et il suffit de trouver 3 copains au bar ou la fille dont on était amoureux et on comprend qu'on n'est rien, on est une merde. Et c'est comme ça qu'il y va. Et il voulait y retourner tous les 10 ans, il a fait en 79, mais il avait vraiment le truc de dire on va le faire tous les 10 ans comme ça, parce que si ça avait eu lieu depuis les Frères Lumière, il y aurait à terme une collection unique sur la France, sur comment les... Et après c'est des films où il dit moi je fais rien, la caméra tourne, le cinéma se fait. Il le dit sur le Rosière de Pessac, il dit bonjour, toi tu filmes là, toi tu filmes là, et la caméra tourne, le cinéma se fait. Il le dit aussi quand il fait Mes Petites Amoureuses, où il y a des scènes à 200 personnes, il dit moi 200 personnes, j'ai demandé aux assistants de s'en occuper, moi la caméra tourne, le cinéma se fait. Après, pourquoi ça se fait chez lui, ça se fait pas chez les autres? C'est irrésolu comme question. Mais quand il filme Pic, oui, enfin... Non, Et la seconde question assez rapide, vous avez mentionné tout à l'heure brièvement Ginger Mouche. Alors il s'avère que Ginger Mouche, qui est aussi un proche de Schul, a dédié son film Broken Flowers à Stache. Et justement, quand il a écrit le scénario, je crois, de Broken Flowers, il avait la photo de Stache en train de mettre un disque nu, de dos, en train de mettre un runolé chez lui, enfin chez Eustache, en train de mettre un vinyle. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est Piaf ou Traîné. Et je voulais savoir justement si Broken Flowers pouvait être un film, on va dire les grands mots, eustachien, un petit peu... Non, voilà, finalement pas tant que ça. Je pense que c'est le... Jim, il a un truc, c'est la chambre verte, hein, Jim, c'est vraiment de Truffaut, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il a remis en scène dans Only Lovers Left Alive. C'est vraiment, Jim vit, il est protégé par ses héros, ses idoles. Certains sont vivants, Neil Young, Iggy Pop, d'autres sont morts. Eustache fait partie de ceux qui sont morts, Bull, Pascal, Augier, pardon. Et d'autres sont vivants, il le protège. Et il crée un clan autour de lui. Il crée un gang. Enfin, c'est ce que dit toujours Jim, il dit si telle ou telle personne appartient au gang, il ne trahira jamais. Ce qu'il y a dans Ghost Dogs, par exemple, cette affiliation au clan, c'est un truc qui prend très 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 au sérieux, avec ses amis vivants, mais avec ses morts. Et Eustache, c'est là, enfin, le film n'est pas plus eustachien que ça, ou alors c'est de façon secrète, et il faut le laisser là où c'est, mais il est écrit avec cette photo-là. Donc il dit Eustache veille, quoi, voilà, enfin, voilà. Donc il faut laisser ça. Mais c'est des trucs que Chou peut avoir aussi. Enfin, mais en quoi ils ont totalement raison. Je veux dire, il faut être super. Il faut être complètement mystique à certains endroits. Moi, le titre du livre, qui n'est donc plus Les yeux bleus plissés, ni le livre de Véronica, ni Jean-Eustache Cinéaste pour ses banquets, qui étaient 3 titres de travail. C'est un titre qui a été trouvé sur un disque à un mois de finir. Qui est déjà très ouais, qui est Guédalia. Et uniquement parce que quand on a. C'est une longue histoire, c'est qui est marrante. Quand on a défendu le projet du livre en janvier, c'était le CNC, c'est pas le CNL. En fait, je croyais que c'était pour le CNL, c'était pour le CNC. Il y avait un jury, quoi, comme ça. Et il y avait Nathalie Richard, qui est une super actrice, vraiment, je trouve magnifique. Je ne la connais pas, et elle était elle était vachement bien. Il y avait des filles dans le Bad Cop, par exemple. Bon, elle, c'était vraiment le Good Cop. Elle était à fond sur le bouquin. Et je galérais avec mes histoires à la fois de tout ce qui est le dépli théorique chez Eustache, à la fois le cinéma est plus fort que tout, le cinéma qui est cette puissance du faux, à la fois
voudrait exorciser mais ne console pas, et que c'est le cinéma en même temps qu'il va déplier, progressivement casser, parce qu'à partir d'une seule histoire, c'est une entreprise de démolition, littéralement, qui amène à une impasse. Et j'avais pas de formule pour synthétiser ça de façon, je ne vais pas dire publicitaire, mais j'avais pas de formule. Et je voyais Nathalie Richard qui me regardait comme ça. J'avais l'impression que dans ses yeux, mais c'est peut-être je ne la connais pas, je vais lui envoyer le livre là, et Mandico lui a raconté l'histoire, ça m'a fait rire. Peut-être que c'est vrai. Mais j'avais l'impression qu'elle me disait, mais moi la phrase je la connais, mais c'est comme en psychanalyse, quoi, tu vas te démerder tout seul, donc c'est à toi de la trouver. Bon, il se passe 2 mois, et puis j'enseigne à Lausanne, je finis mon cours, il y a un disquaire hyper bien, par loin de la gare, j'y vais. Il me dit, ah, il connaît mes goûts et tout. J'ai rentré un bac expérimental, j'ai rentré des trucs incroyables. Et j'arrive, il y a des Guédalias, on ne les voit jamais les Guédalias. Alors, c'est vraiment, mais... Et il y avait Diaspora, qui est le premier. Et bon, super, je prends direct, j'écoute même pas, je prends, et puis je rentre chez moi à Paris, ça reste dans mon sac pendant 5-6 jours. Et puis le samedi après-midi, j'étais vraiment en train de commencer à être sur la fin du livre, avec Maxime et Camille qui m'appelaient en disant là, faut envoyer, quoi. Donc, j'ai envoyé chapitre par chapitre. Et à un moment, vraiment chez moi, c'est tout petit, mais il y a une fenêtre, il y a un arbre, et il y a la platine, je peux quasiment le faire au bras. Et vraiment, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre le disque là, je fais ça, je continue d'écrire, et je suis frappé par le premier morceau. Vraiment, c'est que des voix. Un truc sur un travail sur la voix qui est complètement incroyable, sur la parole, une parole à la fois incompréhensible et restituée. Et je me dis, waouh, c'est complètement incroyable. Et je prends la pochette, je retourne, et ça s'appelle Un amour si grand qui m'unit son objet. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est ça que j'essaye de dire depuis. C'est ça que j'essaie de dire même depuis le début du mouvement qui fait que ce second livre, le premier était détruit, le second livre sur Eustache est porté par ce mouvement-là, depuis Véronica, disons. Parce que j'avais commencé par la maman et la putain, pour la ressortie. Et après, je procrastinais, c'était un samedi en fin de journée, j'avançais pas plus, donc je me dis, oh, mais Guédalia, je connais pas plus de trucs que ça. Je savais qu'il y avait beaucoup au Baron Rouge dans le 12e à la fin, quand il est mort juste un peu après le Covid, les gens étaient très très touchés, plein de gens que je connaissais l'avaient approché un peu, étaient vraiment émus. Je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en savoir plus, et je vois qu'il a été le compagnon de Nathalie Richard pendant très longtemps, et ils ont eu une fille ensemble, qui doit avoir une 20aine d'années. Et là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. C'est ça qu'elle voulait me dire. Mais elle ne savait pas. Là, mais elle le savait, mais moi je le savais pas. Mais ça y est, je l'ai trouvé. Enfin, le hasard m'a permis de le trouver. Donc je me suis dit là. Je te racontais ça, et c'est Camille qui m'a dit, mais c'est ça le titre du livre. Un amour si grand. Ouais. 3 points. 3 petits points. Qui unissent son objet. Mais c'est ça le titre du livre. C'est vrai que pendant un moment, c'était Les yeux bleus plissés. Il y a eu un autre titre, que j'aimais bien, mais il rentrait pas, il était trop long. C'était La vie est merveilleuse, regardez ce ciel horrible. Après, il y a eu Cinéaste pendant ses banquets, ça c'est à la fin du CNL. Ah oui, il y a eu de tristesse, de honte et de rage, mais qui était. Ouais. Mais même moi, je ne savais plus dans quel sens il fallait le dire, donc je faisais. C'était un peu. Puis c'était dark, c'était un peu dark. Après, c'était le livre de Véronica, j'y croyais vraiment, mais le problème, c'est que, comme disait Camille, enfin, ça laissait porter à croire que c'était un livre que sur la maman et la putain. C'était pas le cas. Et en plus, comme la photo était déjà celle de la maman en couverture, ça pouvait vraiment laisser croire que c'était que sur la maman et la putain. Et il aurait fallu appeler ça le livre des Véronica, mais ça orientait quand même une lecture purement néo-féministe, ce qui ne me gêne pas, mais il n'y a pas que ça dans le livre, il faut être aussi honnête sur ce qu'on écrit. Donc rien ne convenait, mais là on était à quoi, 3 semaines, 2 semaines De l'envoi presse, même pas, parce que quand on a fait l'envoi à la presse, on avait acté la veille. Ça faisait 1 semaine que le truc on essayait. Mais je crois que Philippe, on va. Oui, on va. Alors c'est un cadeau. Non, on va passer à la dédicace. Alors, déjà, le cadeau. Déjà, on va procéder la soirée. Non, juste je prenais un mot parce que je t'avais demandé de me faire une liste de films. Voilà, mais en fait, on a parlé pas mal de ces films. Tu m'avais mis L'ami américain de Wendorf, qu'on n'a pas mis. L'ami américain parce qu'il joue dedans. Tu m'avais parlé de Vertigo, donc on en a parlé. Du Vivier Pepe le Moko, tu en as parlé pour toi. De Duras, de Navire Night. Je l'avais regardé parce qu'à la fin de sa vie, il a écrit un scénario qui est très beau, qui s'appelle La nuit s'allume,
qui aurait sans doute été un très très grand film qu'il allait tourner avant de se suicider. Et qui est sur un réseau téléphonique qui s'appelait Le Réseau, d'ailleurs justement qui était un peu avant l'ancêtre du Minitel. C'est les gens appelaient la nuit des numéros non attribués et arrivaient à se parler les uns les autres, à se brancher sans que ce soit facturé. Et ça a servi, il y a eu comme ça, entre 78 et 82, des gens se draguaient des nuits entières. Et Eustache a passé des nuits entières sur le réseau, et Duras aussi, et le Navire Night, c'est la façon dont Duras a retranscrit cette parole-là. Ça a créé 2 films, un a été tourné, l'autre non. Et sans doute un troisième qui est mon Duras préféré, mais qui n'est pas en DVD, que vous trouvez sur YouTube, qui s'appelle Les Mains Négatives. Ah oui, Les Mains Négatives, où elle se balade au pauvre République. Ouais, en fait, c'est des chutes du Navire Night. Ouais. Et C'est très beau. Olivier de Fuxon, c'est toi qui m'as raconté ça, le reste. Je suis arrivé à ce moment-là. Mais ouais, voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y avait le Navire Night et Les Mains Négatives pour moi. Mais bon, j'ai mis tous les DVD sur la table là-bas, comme ça on pourra les découvrir. Il y a Rouge, il y a Rouge, dont on a parlé. On a mis Rivette, Rivette, voilà. Du Nord, La Gueule Ouverte. La Gueule Ouverte de Piala, parce que c'est aussi une cinéaste avec lequel il a beaucoup dialogué et qui est dans Mes Petites Amoureuses. Et puis cinéma. Alors, Rivette venait pas du prolétariat. Piala venait pas du prolétariat, mais Piala, c'est un déclassé. C'est quelqu'un qui a connu la pauvreté après, à l'adolescence. Ses parents ont une misfortune. Voilà. C'est un cas différent, mais en tout cas, et puis c'est un même rapport à Célinien, on va dire. Il y a quand même un fond célinien souvent chez Eustache. On passe à la projection de soirée. Dis-nous juste quelques mots. Alors c'est un film pour présenter. Alors, du coup, ouais, on va pas filmer. Oui, on va pas filmer la soirée, parce que sinon on va avoir des emmerdes. Donc vous avez rien vu, je vous ai rien montré. C'est son premier tentative de court-métrage. En 62, il est à Paris depuis 2 ans et demi. Là, on l'a dit, donc sa femme, Jeanne Delos, est secrétaire au Cahier. Il se met à fréquenter notamment la bande des Cahiers, mais la Cinémathèque, la rue d'Ulm. Et il est pris vraiment dans ces débats cinéphiles. Et il fait un film avec l'apport de Vecchiali. Il joue aussi dans le premier court-métrage de Vecchiali, où il joue un chauffeur-livreur. Et il fait... Donc, voilà, il commence à tourner un film, qui est un film qui n'a jamais été sonorisé, donc il nous manque ça, avec Vecchiali joue le rôle d'un critique de cinéma, qui lit son texte et qui le lit avec beaucoup d'emphase, comme ça. Et c'est un texte... Alors il se trouve que ce texte, on sait à peu près par les gens qui avaient participé, notamment Fieschi, qui est aussi dans le film, donc c'est vraiment toute la bande autour des Cahiers, que c'est un texte de Comolli, qui est un texte qui est devenu princeps, un peu, qui s'appelle pour la nouvelle cinéphilie. Non, pas la nouvelle cinéphilie, c'est Skorecki, donc c'est français, j'ai un trou énorme. Vivre le film, c'est Vivre le film, le texte de Comolli, c'est un texte de 62. C'est un texte qu'il n'aimait pas. Et c'est un texte qu'il détestait, dont ils se moquaient tous. Vecchiali trouvait ça merdeux. Fieschi, qui était le meilleur ami de Comolli, trouvait que c'était n'importe quoi. Enfin, le côté je me mets au 3e rang, je suis moi-même happé par le truc. Alors qu'en fait, c'est quand même quelque chose, c'est très compliqué, mais c'est quand même quelque chose que nous on vit avec les films d'Eustache, on vit les films. Mais ça leur semblait être ce texte-là, qui était pourtant un texte que les Cahiers défendaient comme un texte princeps critique, et qui restait, que chaque fois qu'il y a une réédition d'anthologie Cahiers, il y a vivre le film. Eux, ils trouvaient ça complètement merdeux. Et donc, ils avaient décidé, avec une méchanceté inouïe, mais toujours dans ce rôle comme ça un peu compliqué, déjà, cette perversité de disposition des places, Eustache avait décidé d'en faire son premier film, et que donc Vecchiali jouerait le rôle de Comolli, lisant ce texte. Et ensuite, il y avait une deuxième partie où il est censé aller à une soirée, et là, il rencontre quelqu'un, tout ça. Cette deuxième partie n'a jamais été tournée. Il ne reste que la première partie, qui n'est pas sonorisée. Il n'y a jamais eu de prise de son, en tout cas. Donc voilà, c'est le film tel qu'il est inachevé. Il n'est pas ressorti dans l'intégrale des films. Il a été retrouvé, il était perdu depuis toujours. Et il a été retrouvé au début des années 90, je crois. Et finalement, quitte à venir avec un extrait, je me suis dit que, autant vous voyez, un film qui ne fait pas partie de la rétrospective intégrale et qui quand même fait partie de la rétrospective intégrale. Voilà. Et ça dure 9-10 minutes. Il n'y a pas de son. Voilà, il a laissé inachevé, et puis ils sont désintéressés, et puis quelques mois plus tard, il a enchaîné ce qui allait être en fait du côté de Robinson, enfin
j'appelle aussi les mauvaises fréquentations, à partir d'un incident qui était arrivé à sa femme, Jeanne Delos. Ils s'étaient disputés tous les deux, elle avait claqué la porte de l'appartement et elle avait erré dans Paris, elle s'était fait brancher par deux mecs qui lui avaient tiré son sac. Ah oui, ouais. C'est un événement topographique à la base. Il en a tiré son premier réel court-métrage, aussi étant un essai d'achevé. Mais c'est vrai qu'Olivier Séguré, qui est tout au fond, qui se cache, comme toujours, il dit que ça lui faisait penser énormément à Paris nous appartient, mais aussi au coup du berger, c'est-à-dire vraiment les premiers rivets. On est vraiment dans ce truc-là, quoi. Et Cali sera très dur de très longtemps fidèle à... Ouais, de revoir qui est parti il y a quelques mois, là, mais de revoir... Mais on se demandait justement, il est mort à quel âge? Cali 93, 94? Oui, 87, je sais plus. On se demandait quel âge il devait avoir là. Parce qu'au stage, quand il fait ce film-là, il est né en 38, 61, 62, donc il a 23, 24 ans. Vekeli doit être un tout petit peu plus vieux, il avait été ingénieur, genre à l'école des mines, je crois. Oui, il doit X, avoir Polytechnique. Donc il doit avoir 29, 30, 32 ans. Et c'est vrai qu'il fait déjà presque beaucoup plus vieux, plus assis. Et Fieschi, qui a à peu près l'âge de stage, qui est celui qui a des lunettes noires, qui fera peu après, justement toujours dans la bande de la Barthe, le cinéaste de notre temps sur Pasolini. D'accord. Qui comptera tant. Et Fieschi, qui sera la dernière personne à avoir filmé Eustache. Alors ça, c'est un film que j'aurais pu vous amener. C'est un peu délicat. C'est un film qui s'appelle Bande Eustache. Alors, je pense que c'est bande pour bande VHS. Je sais pas. C'est pas moi qui l'ai écrit. Et qui est tourné à la Paluche, qui était la caméra que Boviala et Aton avaient créée vers 80, sur la demande de Godard, d'ailleurs, une caméra qui soit à la forme d'un stylo ou d'un piston à vélo. Et Boviala, inventeur de caméra à Grenoble. Et Fieschi est arrivé avec une Paluche chez Eustache rue Nollet le 5 septembre, un dimanche, 7 septembre 81, donc c'est 2 mois exactement avant le suicide d'Eustache, et a filmé Eustache pendant une vingtaine de minutes. Des fois il y a le son, des fois il n'y a pas le son. Parasé, Parasé du tout, très quelque chose entre Jim Morrison, Brian Wilson aussi, la pochette de l'unique album de Brian Wilson, des Beach Boys, Charles Manson, aussi très maigre, très longs ongles comme ça. Il marche. C'est un truc, un détail quand même assez étrange, parce que tout le monde dit qu'il ne marche plus depuis qu'il est tombé depuis des mois, qu'il a énormément de difficultés à se déplacer, qu'il a beaucoup notamment de tubes et tout ça, qu'il est devenu lui-même Frankenstein dandy, c'est-à-dire qu'il appelait sa jambe Beaubourg, tellement il y avait des tuyaux. C'est beaucoup d'humour quand même dans le désespoir. Mais là on le voit, au moment où le téléphone sonne, se déplacer, il y a beaucoup de gens au téléphone qui appellent et ils parlent de son grand-oncle qui s'appelait Jean Eustache aussi, et qui est mort c'est Jean André, et qui est mort en captivité en 1943, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises sur les dates, ça va mettre entre parenthèses à vérifier. Je n'ai pas une mémoire extraordinaire selon les jours. En tout cas, qui est mort en captivité à la Seconde Guerre mondiale et suicidé. Et Eustache avait plus qu'un sentiment, enfin, il avait la conviction qu'il avait été tué. Et certains, moi c'est quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais certains, notamment Pic pense qu'il avait acheté l'arme, il parlait beaucoup d'aller tuer celui qu'il considérait être l'assassin de son oncle, et qui est un type qui apparemment tenait un sex shop. On y revient toujours. Mais c'est bien, tu boucles la boucle. Dans le midi. C'est chaud comme midi, c'est des champignons, c'est des vedettes champignons. Et un peu jeune champignon, mais voilà. Et qui voulait, voilà, et que peut-être que l'arme qu'il avait achetée, qui s'est servi contre lui-même, c'était peut-être une arme achetée pour tuer ce type-là. En tout cas, il en parlait beaucoup et que c'était un projet que les gens ne prenaient pas au sérieux dans l'entourage d'Eustache. C'est quelque chose que j'ai pas mis à la fin du livre, mais Pic le dit dans un entretien illustré. Il y a beaucoup de choses dans le livre déjà. Oui, j'ai enlevé 3 fois, c'était trop dark et ça donne trop de raisons à un suicide. Le livre n'essaie pas du tout d'expliquer un suicide, je ne me permettrai jamais de faire une chose pareille. Philippe, est-ce que tu veux bien qu'on s'arrête là? Il y en a. Merci, grand merci à toi. Merci.
on va se retrouver vers la caisse, si tu veux bien dédicacer. Oui, voilà. Hein. je vais prendre le stylo. Ouais.